Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes parlementaires pour une grande journée de direct que j'aurai le plaisir de vous présenter avec Thomas Soulier. Bonjour Thomas. Bonjour Ryan. Les chaînes parlementaires mobilisées jusqu'à 19h30 pour vous faire vivre en direct les temps forts des 3 journées parlementaires qui se tiennent aujourd'hui, celle du centre, celle du front de gauche et celle d'Europe Écologie Les Verts. Et vous allez pouvoir suivre tous les discours, notamment celui de Jean-Luc Mélenchon à midi, celui de Jean-Louis Borloo à 17h. Voilà pour les temps forts. Et sur ce plateau, pour commenter ces journées parlementaires, Jean-Daniel Lévy, bonjour, de l'Institut Harris Interactive. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez être avec nous jusqu'à 13h pour ce multiplex. Et nos équipes sont sur place également. Jérémy Hartmann aux côtés des écolos, ça se passe à Nantes. Et Mickaël Zamès, lui, se trouve en banlieue parisienne à Vitry-sur-Seine pour les journées parlementaires du Front de Gauche. Et à côté de vous, Mickaël, la présidente du groupe communiste républicain et citoyen au Sénat, Nicole Borvo. Absolument, et c'est vrai qu'il y a un débat actuellement, une table ronde sur ce fameux traité européen. Et Madame Borvo, présidente du groupe communiste au Sénat, c'est vrai qu'on ne parle que de ce traité européen et de votre opposition à ce traité. Écoutez, c'est normal qu'on consacre une partie de notre journée parlementaire au traité européen. D'abord parce que c'est quand même la pierre angulaire des politiques qui vont être menées par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, conforme d'ailleurs à ce que le président de la République a finalement annoncé le 9 septembre dans sa rentrée médiatique, puisque il a dit maintenant les attentes sociales il faudra attendre. Le déficit d'abord, conformément quand même au traité européen. Or, justement, le président de la République, il a omis de nous parler d'un acte important qui était la ratification de ce traité négocié par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Donc, pour nous, c'est important. Nous, on connaît nos positions. Mais nous avons le souci de bien expliquer pourquoi nous avons une position nous sommes opposés. Justement, j'allais vous dire, vous êtes opposé au traité. Est-ce que vous êtes dans l'opposition à François Hollande sur ce traité, mais sur bien d'autres choses également? Nous ne sommes pas dans l'opposition parce que pour nous, l'opposition, dans la logique, c'est l'opposition de la droite qui est complètement opposée à toute la politique que mène François Hollande. Nous sommes dans une position autonome par rapport à la majorité gouvernementale puisque nous ne sommes pas au gouvernement, donc nous n'en faisons de fait pas partie, mais nous avons le souci, non pas que François Hollande soit rejeté par nos concitoyens au profit d'un retour de la droite, mais au contraire que la politique ce gouvernement ou les gouvernements de ce quinquennat soient en capacité de répondre aux attentes populaires. Et puis, concernant l'Europe, il y a une sacrée question quand même. C'est que, au fur et à mesure du développement des politiques européennes d'austérité, qui sont évidemment le lot commun de tous les pays européens déjà et qui vont l'être en quelque sorte institutionnalisées par le traité, on voit que les populations rejettent l'Europe. Nous, on n'est pas dans cette position, on n'est pas dans les positions de repli anti-européens. Nous sommes pour une politique européenne qui réponde aux aspirations populaires. C'est ce qui émerge aujourd'hui. La construction européenne telle qu'elle se fait, avec le traité à la clé, les traités précédents d'ailleurs, et l'expérience des gens depuis des années, depuis la crise, qui est une crise financière que l'Europe a alimentée, les dirigeants européens ont alimenté eux-mêmes, eh bien, on voit que les citoyens européens, ils ne croient plus en l'Europe. Nous, on voudrait qu'ils puissent croire à une autre Europe. Donc la tâche n'est pas facile, mais c'est comme ça que nous allons nous en expliquer. Ça, c'est pour votre opposition sur l'Europe. Il y a bien sûr d'autres thèmes, par exemple le budget. Quelle sera la position du groupe communiste au Sénat, éventuellement à l'Assemblée, sur ce budget? Est-ce que vous voterez contre? Est-ce que vous voterez pour? Écoutez, je ne vais pas vous dire ce que feront les députés et les sénateurs au moment de la discussion budgétaire, parce qu'il y a le traité avant, il y a le mouvement social aussi, il y a la conférence sociale du gouvernement, et tout ce qui va s'exprimer, à mon avis, beaucoup de choses vont s'exprimer, qui vont quand même rendre très difficile l'application de ce que dit François Hollande, à savoir qu'il n'y a pas de croissance, mais qu'on va réduire les budgets publics. Donc, vous voyez, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la France va rentrer en récession
comme les autres pays européens. Et vous avez un rôle de vigie finalement. C'est pas mal, vigie, mais active. C'est-à-dire, on n'est pas simplement spectateur en disant oh là, ça va pas, etc. Le Parlement, les possibilités des parlementaires sont relativement limitées. Ils disposent à l'Assemblée nationale d'une majorité absolue, sans les communistes. Au Sénat, c'est pas le cas, mais le Sénat n'a pas le dernier mot. Mais par contre, notre action parlementaire, elle va tenir compte de ce qui s'exprime fortement quand même dans la population. Merci beaucoup, Nicole Borvo. Je rappelle peut-être juste une chose. Vous quittez votre poste après-demain. C'est Pierre Laurent qui vous remplacera au Sénat. Merci en tout cas d'être intervenu en direct sur notre antenne et on se retrouvera à midi pour écouter Jean-Luc Mélenchon en direct. Merci beaucoup, Mickaël. On prend maintenant la direction de Nantes. Nantes, où se déroulent depuis hier les journées parlementaires des écologistes. Nantes, on retrouve Jérémy Hartmann. Jérémy, vous êtes en compagnie de Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste au Sénat. Oui, tout à fait. Bonjour, je suis en compagnie du président des écologistes au Sénat. Alors, on se trouve après 2 jours de la conférence environnementale qui a eu lieu ce week-end avec les déclarations précises de François Hollande en matière d'environnement. Est-ce que vous êtes rassuré par rapport aux gages qu'il vous a donnés ? C'est pas une question de rassurer aux deux gages. Je crois que le président de la République a pour la première fois en France tracé une très forte perspective pour l'écologie dans sa conciliation avec l'économie, avec l'emploi, avec la solidarité, avec la justice et le redressement de la justice qui est le thème de l'orientation politique du président de la République. Nous sommes avec Delphine Batho en débat ce matin à Nantes lors de cette journée parlementaire et elle est également là pour nous dire quel est l'opérationnel du discours du président de la République et de l'intervention du Premier ministre. Donc oui, nous sommes en route vers la transition énergétique et écologique et cela nous satisfait bien sûr et puis cela je pense parce qu'il vaut mieux que ce soit nous qui le disions et qu'on attende que d'autres peut-être le fassent, je crois que cela donne de la force au choix que nous avons fait de participer aux responsabilités du pays aux côtés de François Hollande. Alors, il y a un sujet qui a été peu évoqué, voire pas du tout, pendant cette conférence environnementale. C'est un dossier qui vous tient très à cœur, celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que c'est un sujet qui fâche entre écologistes encore avec les socialistes ? Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault était invité ici. Il n'est pas venu. C'est la raison pour laquelle il n'est pas venu ? Faudra lui demander. Je sais aussi que son agenda est très chargé. Il ne fait pas la plupart des journées parlementaires. Il est Premier ministre, il a beaucoup de travail, donc on le prend pas mal du tout. Après, un sujet de fâcherie... Oui, c'est un sujet de fâcherie qui est sur la table. Lors de la négociation de l'accord PS Vert, nous avions sorti du débat, c'est-à-dire de l'entente. Ça ne veut pas dire que nous avons lâché l'affaire, c'est j'ose dire le débat sur le PR à Flamanville et ici l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dont on pense qu'il est inutile, très coûteux, très dévastateur pour l'environnement, pour les zones humides qu'il y a également sur ce terrain à Notre-Dame-des-Landes. Donc nous continuons le combat aux côtés des associations et y compris aujourd'hui en termes de finances publiques quand on voit qu'on arrête des financements sur les lignes à grande vitesse et sur d'autres dossiers, je crois qu'il faut que Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, ait une autre dimension sur la question que Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes. Donc vous voyez, nous sommes extrêmement combatifs sur ce sujet pour des raisons écologiques, pour des raisons sociales, pour des raisons économiques et financières et aussi des raisons démocratiques parce qu'il y a encore des recours qui sont sur le tapis. Il y a un autre sujet sur lequel vous reculez depuis ces dernières semaines, c'est le traité budgétaire européen. On sent qu'il y a un débat au sein même des écologistes. On a vu Daniel Cohn-Bendit pour, François de Rugy ou vous-même plutôt contre, et ça crée des tensions qui fait que du coup vous ne dites rien. Est-ce que vous allez vous positionner clairement d'ici les prochains jours sur ce traité budgétaire européen ? Est-ce que vous allez le voter, oui ou non ? Il faut que vous arrêtiez de dire qu'il y a des tensions, il y a du débat politique. Regardez, il y a quand même, on est dans un pays, et moi ça me dérange pas d'ailleurs, que le ministre de l'Intérieur Manuel Valls dise le contraire du président de la République sur la question du droit de vote des étrangers. Je pense que le président de la République va tenir son engagement, le Premier ministre aussi. Je peux vous dire que la majorité parlementaire, notamment sénatoriale, qui a déjà voté la proposition de loi à l'automne dernier sur le droit de vote des étrangers, on va continuer. Bon voilà, donc le ministre de l'Intérieur, il dit ce qu'il pense. Voilà. Et nous, dans le mouvement, on a un débat démocratique. Vous avez rappelé notre opposition pour des raisons très fortes sur le fait que c'est un non-fédéraliste, à différence de certains qui souhaitent plus
de France, nous disons que nous voulons plus d'Europe et ce n'est pas le cas dans ce pacte budgétaire. Nous pensons aussi que l'austérité et la rigueur affichée vers les fameux 3% pour le budget et les 0% en 2017, c'est une feuille de route qui va accroître la récession dans notre pays. Et en accroissant la récession, cela va empêcher justement la vision stratégique de la conversion écologique de se mettre en œuvre avec des investissements nécessaires pour de l'emploi dans l'écologie. Donc vous voyez, les arguments pour le non, ils sont très clairs. Donc on ne recule pas, on débat. Il y a une décision au Conseil national de samedi prochain et nous défendrons cette position collectivement, je l'espère, parce que c'est bien d'avoir le débat, mais c'est bien aussi d'avoir la décision, bien sûr. Donc vous, président du groupe écologiste au Sénat, vous allez plutôt appeler à voter non, si j'ai bien compris ce que vous me dites. Ah ben très clairement, samedi je ferai cette intervention devant le Conseil national pour appeler les camarades du Parlement, du parti à rejeter ce traité préparé par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, qui n'a pas été renégocié. Et dans la vie politique, je pense que c'est assez bien quand on a dit en mars que ce qu'on pensait de ce traité, de ne pas changer d'avis parce qu'on est dans la majorité et que la fortune des urnes nous a été favorable en mai. Donc il y a cette vision-là qu'il s'agit de prendre date pour l'année prochaine, pour les années d'après, parce que justement l'effet récession, l'effet austérité sera trop dur pour les Françaises et les Français, et va accroître la récession en Europe. Et donc c'est aussi par solidarité avec nos partenaires européens qu'il me semble que la France et l'Allemagne doivent avoir une autre politique budgétaire dans les années à venir. Très bien, je vous remercie Monsieur Placé. Je vous laisse rejoindre les débats avec la ministre de l'écologie et de l'environnement, Delphine Batho, des débats qui vont encore durer toute la journée ici à Nantes. Merci Jérémy Hartmann. On va écouter ces débats dans quelques minutes. Juste avant cela, Jean-Daniel Lévy, on l'a entendu, Jean-Vincent Placé, le président du groupe écolo ici au Sénat, votera contre le traité budgétaire européen. Il impose, pour le rappeler, plus de rigueur aux États. Est-ce que ce traité va envenimer les relations entre l'EPS et Europe Écologie Les Verts après la lune de miel de la conférence environnementale ? Ce qui est certain, c'est qu'on le voit bien aussi bien de la part des écologistes que de la part du Front de gauche. Il y a une forme d'unité de position, de critique à l'égard de ce traité européen. Ce qui est assez marquant, c'est qu'on voit que ces critiques se positionnent toutes de la même manière. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un certain nombre d'interrogations de la part des partenaires du Parti socialiste sur la politique fiscale, sur la politique en matière également de réduction des inégalités. Ça n'est pas le cas. Les uns comme les autres vont prendre un sujet qui est le traité européen et se concentrer là-dessus, peut-être pour éviter justement d'aborder d'autres types de sujets qui sont nature à pouvoir fâcher. Et on a pu voir que les écologistes, par le passé, pouvaient très bien soutenir des actions et, dans un même élan, critiquer d'autres types de positionnements. C'est exactement le cas et c'est exactement ce qui a été indiqué là par Jean-Vincent Placé. Ce qui est mené par ailleurs sur la politique environnementale, il parle d'ailleurs de transition aujourd'hui, est plutôt, voire fortement soutenu par les écologistes, mais dans un même temps, sur d'autres points, notamment le point européen, une forme de critique ou d'appel à vote contre, notamment de la part du président du groupe du Sénat. Certains sont pour ce traité, notamment Daniel Cohn-Bendit. François de Rugy, lui, plutôt contre, l'a vu avec Jean-Vincent Placé. Ils prendront position le week-end prochain, ça sera lors du Conseil fédéral. Est-ce que leur présence au gouvernement va les priver quelque peu de leur liberté de parole dans les prochaines semaines ? Il faut écouter ce que disent déjà un certain nombre de leurs représentants. Il y a Cécile Duflot, il y a Pascal Canfin qui sont aujourd'hui au gouvernement. La personne la plus médiatique, la plus connue est Cécile Duflot et elle l'a théorisé. Elle a indiqué qu'elle avait une forme de muselière qui lui était apposée et qui limitait sa prise de parole potentielle, mais qu'en même temps, elle pouvait de temps à autre desserrer un petit peu l'étau et prendre la parole. Elle l'a déjà fait, notamment sur la politique concernant les Roms. Elle l'a fait aujourd'hui, ce matin, sur une chaîne de radio, en indiquant qu'elle était extrêmement favorable à ce qu'il y ait rapidement, en 2013, en rappelant d'ailleurs les engagements de campagne de François Hollande, candidat à l'élection présidentielle, s'il y a un vote sur le droit de vote des étrangers. Et donc, dans ce contexte-là, des zones sur lesquelles les écologistes peuvent avoir tendance à se démarquer. Ce qui est intéressant, ça va être de voir si justement, sans briser complètement la solidarité gouvernementale, ils peuvent faire entendre leur voix et peuvent, à l'égard de leurs électeurs traditionnels, faire passer un certain nombre de messages, montrant, comme ils ont cherché à le faire d'ailleurs pendant la période 97-2002, qu'ils sont et dans la majorité et pour partie un peu différents de ce que peut dire le Parti socialiste. Justement, ils sont à la fois dans la majorité
et en même temps certains veulent jouer un rôle d'opposition. Daniel Cohn-Bendit l'a dit, on ne peut pas être à la fois au gouvernement et dans l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Jean-Daniel Lévy, de cette déclaration? Déjà que d'une manière générale, Daniel Cohn-Bendit prend des positions qui ne sont pas forcément celles qui sont celles de l'ensemble des écologistes. C'est le poil à gratter, c'est une personne qui a été très profondément en désaccord avec un certain nombre d'éléments de stratégie d'Europe Écologie, en s'interrogeant même sur la capacité ou sur la nécessité de pousser jusqu'au bout la candidature d'Eva Joly, notamment après la signature de l'accord qui avait été effectué entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste à l'automne dernier. Donc il y a des positions qui sont des positions un peu iconoclastes ou différentes de la part de Daniel Cohn-Bendit. Deuxième aspect, concernant l'Europe, il y a une forme de constance. Cohn-Bendit s'est toujours présenté comme étant un Européen et les Français l'ont toujours vu comme étant un Européen. Parce qu'il est franco-allemand, parce qu'il a été candidat aux élections européennes en 1999 et en 2009, parce qu'il s'agit de la seule personnalité politique qui est reconnue aujourd'hui comme étant présente quasiment volontairement au Parlement européen et parce qu'en 2005, lors du débat sur le traité constitutionnel européen, il s'agissait d'une des figures emblématiques de la défense du oui au traité constitutionnel européen. Donc là, il y a une forme de cohérence de la part de Daniel Cohn-Bendit, ce qui n'est pas sans poser des soucis aujourd'hui aux autres dirigeants d'Europe Écologie Les Verts, mais il y a au moins cette forme de constance. Mais sur ce traité, on se souvient de Bruno Le Roux, par exemple, président du groupe PS à l'Assemblée, ou encore du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui avait dit non, il n'y aura pas de liberté de vote, ils voteront pour. En gros, la muselière, vous parlez de Cécile Duflot. Il y aura une consigne de vote donnée aux écolos à l'Assemblée et au Sénat. Ils sont réunis aujourd'hui à Nantes. Alors, Bruno Le Roux, sauf erreur de ma part, s'adressait vraiment aux députés socialistes et demandait, parce que c'est le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et donc il indiquait de manière précise qu'il fallait qu'il y ait cette forme de cohérence de groupe, c'est-à-dire qu'indépendamment des regards de la part des uns et des autres ou des jugements qui pouvaient être exprimés de la part notamment des députés socialistes, que ça devrait être la parole du groupe qui devrait l'emporter sur les autres. C'est vrai que même au sein du Parti socialiste, on a vu des critiques, des interrogations, et une partie de ce qu'on pourrait qualifier rapidement comme étant la gauche du Parti socialiste a indiqué des formes de critiques à l'égard de ce traité européen, Marie-Noëlle Lienemann par exemple en étant pour partie l'étendard. On va passer au front de gauche, c'est qu'on va en parler dans quelques minutes, juste avant de retrouver les tables rondes à Europe Écologie Les Verts à Nantes. Un petit mot, Jean-Daniel Lévy, sur le front de gauche, car c'est intéressant de comparer un peu les deux partis, leurs relations face au PS. Le front de gauche a fait un choix, ne pas participer au gouvernement. Est-ce que c'est plus facile, par conséquent, de taper sur le gouvernement quand on n'est pas dedans ? C'est forcément plus facile, parce qu'on n'est pas comptable de l'action gouvernementale. Il n'y a pas de ministres qui sont tenus par une forme de solidarité gouvernementale. Et dans le même temps, le Parti socialiste est dans cette position confortable qui fait qu'il n'a pas besoin à l'Assemblée nationale de compter sur des alliés qui pourraient éventuellement le mettre en difficulté. Après, ce sont des questions d'affichage. On a pu voir par exemple ce que disait la présidente du groupe communiste au Sénat, communiste et républicain, ou ce qu'on a pu voir également au cours de ce week-end dernier, parce qu'il y a eu la fête de l'humanité, que jusqu'à présent, les communistes et le front de gauche concentrent l'ensemble de leurs jugements, l'ensemble de leurs attaques, l'ensemble de leurs réflexions, non pas sur la politique fiscale, non pas sur la politique économique, mais vraiment sur la politique européenne, en donnant à voir que déjà, on définit les contours européens avant de juger de l'action du président de la République. Tout donne à voir qu'il y a une forme d'opposition qui apparaît comme étant une opposition constructive au sein de la majorité, ou un soutien qui est un soutien critique. Oui, disent-ils, nous soutenons François Hollande, mais dans un même temps, on voit qu'il n'y a pas forcément de gros bâtons dans les roues qui sont mis à l'heure actuelle, parce qu'il pourrait y avoir des critiques plus virulentes, ou en tout cas le Parti communiste nous a habitués à des critiques plus virulentes, concernant le SMIC, concernant les inégalités sociales ou concernant la politique fiscale. Pourquoi choisir de s'attaquer justement à ce traité européen alors que Jean-Luc Mélenchon l'a dit ce week-end à Hénin-Beaumont, c'est un traité qui ne concerne pas, qui n'intéresse pas finalement les gens. Jean-Luc Mélenchon a dit ça leur passe au-dessus de la tête aux électeurs. Pourquoi choisir de s'attaquer à ce traité alors que vous l'avez dit, la politique fiscale, l'emploi, les gens ont des préoccupations autres? Déjà parce qu'il y a une vision politique et une lecture politique. Et la lecture qui est effectuée aujourd'hui de la part d'un certain nombre de responsables politiques, c'est que les marges de manœuvre sont de toute façon limitées nationalement parce qu'il y a des contraintes qui existent au niveau européen, que ce soit en termes de déficit public, que ce soit en termes d'investissement ou que ce soit en termes de marge de manœuvre de ce que peut être aujourd'hui l'action politique. Et c'est exactement ce qu'a indiqué Nicole Borvo. Lorsqu'on l'écoute, elle indique
Ce qu'indique le président de la République et ce qui se profile à l'horizon, c'est une réduction de la dépense publique, c'est une réduction de la place de l'État. Et on sait que, notamment de la part de cette France de la gauche, il y a la perception que pour lutter contre les marchés, pour faire en sorte qu'il y ait l'égalité qui existe sur l'ensemble du territoire, pour faire en sorte qu'il y ait également des solidarités entre les différentes catégories de population, ceci passe par une intervention forte de la part de l'État. Et donc cette critique passe au-dessus de François Hollande et se situe au niveau européen. Rappelons de manière générale, de toute façon, que les communistes, même au cours de la période de la gestion 97-2002, c'est-à-dire par Lionel Jospin, n'étaient pas les plus critiques et les plus virulents à l'égard de Lionel Jospin, avec cette forme d'attitude. Oui à un soutien à l'égard de l'exécutif et dans un même temps une contestation qui peut s'exprimer à travers la rue. C'est pour partie peut-être ce schéma-là qui est aujourd'hui utilisé par les communistes à travers le traité européen. Alors on le sait, Jean-Luc Mélenchon a subi 2 défaites électorales, la présidentielle, ensuite législative à un moment. Est-ce que ce traité aussi, c'est une aubaine pour lui pour revenir sur le devant de la scène politique ? Il ne présente pas cela comme étant de défaite. C'est-à-dire que lorsqu'il parle de l'élection présidentielle, il indique que le fait d'avoir déjà réalisé un score à 2 chiffres est pour cette force politique une vraie gageure. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que depuis, lorsqu'on regarde les scores des candidats à l'élection présidentielle, des candidats communistes à l'élection présidentielle, on était plutôt habitué à des scores qui frisaient les 5%, voire qui étaient inférieurs aux 5%. Ouais. On l'avait vu au cours de la dernière élection présidentielle. Et c'est faux. Les sondages plus haut durant la campagne présidentielle. Si vous regardez attentivement les derniers sondages d'Harris Interactive, c'est pas tout à fait vrai. Vous défendez, c'est normal. Le deuxième aspect, et en plus c'est vrai, le deuxième aspect, c'est qu'on peut voir qu'il y a eu la force de Jean-Luc Mélenchon au cours de la dernière élection présidentielle, c'est d'avoir su capitaliser l'ensemble des forces à la gauche du Parti socialiste. En général, les forces de gauche à la gauche du Parti socialiste réalisent aux alentours de 10 à 15%. La force de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir réussi à siphonner, entre guillemets, les voix de ceux qui allaient se porter soit vers la candidate de lutte ouvrière, soit vers le candidat du nouveau parti anticapitaliste, et donc de fédérer l'ensemble de la gauche. Donc ce n'était pas en tant que tel une défaite à 100%. Là où il y a une forme d'œuvre de bataille et pour la mémoire collective de la gauche, une forme de victoire, c'est le traité de 2005, traité constitutionnel européen de 2005. Rappelons-nous que 9 mois avant l'élection, il y avait 60% des Français qui déclaraient « je vais voter oui à ce traité » et qu'au fur et à mesure qu'il y a eu un certain nombre de débats, une interrogation, et là je rejoins ce que vous indiquez, c'est-à-dire non seulement sur le traité constitutionnel européen, mais également sur les conséquences pour les Français, et notamment en matière sociale, que les Français ont reviré en termes de comportement électoral et sont passés d'un oui massif à un non qui est un non clair, où 55% des Français, au final, le 29 mai 2005, ont voté contre ce traité constitutionnel européen. Ça apparaissait comme étant une victoire de la gauche, et c'était un des premiers faits d'armes politiques pour les Français de Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Daniel Lévy, on va revenir sur le front de gauche, notamment parce qu'on va suivre à midi, je vous le rappelle en direct, le discours de Jean-Luc Mélenchon qui s'exprimera donc lors de ces journées parlementaires du front de gauche. Mais tout de suite, nous allons aller à Nantes où se déroule, je vous le rappelle, la journée parlementaire des écologistes. Et c'est Delphine Batho, la ministre de l'écologie, qui est actuellement en train de s'exprimer. Nous allons suivre en direct cette table ronde consacrée aux défis de la transition écologique. Et donc je me méfie d'un discours politique qui dit c'est très bien, les prix de l'énergie augmentent, etc. Même s'il y a la question du signal prix, de son caractère structurant dans les choix d'investissement pour le pays. La transition énergétique, c'est ça aussi. Mais cette question du coût de l'énergie peut pas être considérée comme quelque chose qui ne poserait pas de problème ni pour la compétitivité, ni pour l'emploi, ni pour la situation du pouvoir d'achat. Sur les parcs éoliens en mer, là, effectivement, on relance l'appel d'offres. On lance un appel d'offres sur les 2 parcs sur lesquels les travaux préparatoires ont été accomplis. Et il faudra en lancer d'autres. Et donc, moi, ce que je souhaiterais dans le débat sur la transition énergétique, c'est qu'on demande à toutes les régions qui ont un potentiel de profiter du débat sur la transition énergétique pour conduire la phase exploratoire d'identification des endroits possibles. Mais il y a aussi des nouveaux défis industriels avec les éoliennes flottantes. Voilà, tout ça doit faire partie du débat sur la transition énergétique pour qu'à l'issue,
on puisse effectivement lancer une nouvelle vague de projets. Ça fait complètement partie de nos objectifs, sachant que sur les énergies marines aussi, il y a des enjeux industriels colossaux dans lesquels la France doit défendre son rang et doit s'engager tout à fait massivement. Sur la question des transitions professionnelles, ça a été abordé avec les organisations syndicales. C'est une demande très forte qu'elles ont portée dans la conférence environnementale. Michel Sapin était là pour y répondre et pour souligner l'articulation qu'il y avait entre les travaux de la conférence sociale sur les transitions professionnelles et la conférence environnementale. Il y a bien sûr des enjeux majeurs. Sur les gaz de schiste, je voulais souligner, peut-être même quasiment relire les phrases du président de la République, je ne vais pas le faire, mais dont chaque mot a son importance, notamment sur l'idée que ce qu'il a indiqué serait sa ligne de conduite pour l'ensemble du quinquennat. Ce qui veut dire, par rapport à la question qui a été posée sur un certain nombre de territoires où il y a non pas des demandes de permis dont je vais signer dans les jours prochains le rejet, mais des permis qui étaient délivrés, qui sont des permis délivrés selon des critères qui sont ceux d'exploitation d'hydrocarbures conventionnels. Si il apparaît quelque part en France qu'il ne s'agit pas de ce qui a été dit à l'administration et qu'il s'agit d'autre chose et qu'il s'agit de gaz de schiste, ils subiront le même destin que les précédents, c'est-à-dire que si ce sont des permis délivrés, ils seront abrogés, et si ce sont des demandes de permis, elles subiront le même destin que celles que je vais rejeter. Les choses sont absolument claires. Si l'administration a quelque part en France le moindre doute, le moindre élément qui permet de dire que ce qui a été présenté comme la recherche d'hydrocarbures conventionnels concerne en fait des hydrocarbures non conventionnels, le destin administratif de ces permis ou de ces demandes seront le même que ce qu'a indiqué le président de la République vendredi dernier. C'est parfaitement clair et ça mérite d'être précisé. Merci Madame la Ministre. La SNCF n'attend pas, même les ministres, et donc notre ministre va nous quitter pour cause de train. Nous allons poursuivre ce débat sur la transition écologique. Nous avons une vision extrêmement franco-française, c'est normal, après un événement très important. Ce qui serait bien, merci Madame la Ministre, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse maintenant, je dirais, montrer que les écologistes agissent maintenant. La transition, c'est maintenant, on nous l'a confirmé, mais la transition, c'est pas seulement en France. Et donc, nous allons profiter d'avoir un certain nombre de responsables associatifs qui n'ont pas qu'un regard français, qui sont impliqués aussi à l'international. Nous avons les parlementaires européens qui sont dans la salle. Nous avons quelqu'un comme Leïla qui travaille sur comment écologiser l'armée, même si c'est pas une question qu'on se pose de prime abord, c'est un gros dossier. Et donc, nous allons profiter, pour ne pas abuser de notre ministre, qui a de nombreuses compétences et qui, en l'espèce, a la double compétence, de pouvoir réfléchir à la transition écologique, j'allais dire, pas seulement en France, mais à l'échelle européenne et à l'échelle planétaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce que nous allons faire en matière de développement avec un certain nombre de partenaires, quelles sont nos attentes et montrer que nous n'avons pas que des attentes limitées à l'Hexagone. J'avais une demande de prise de parole tout à l'heure et donc je vais lui donner la parole bien sûr maintenant, de Bruno Gentil qui voulait donc répondre à une intervention et ensuite je vous propose de prendre une série de questions sur la dimension plus internationale sans que ce soit du tout impératif et de proposer qu'il y ait un échange entre la tribune et la salle puisque le format le permet. Vous avez la parole. Merci Corinne. Juste réagir sur les interventions de Jean-Philippe Magnien et d'Aline Archimbaud et en profiter pour dire à Pascal d'ailleurs que les associations, en tout cas France Nature Environnement, nous ne sommes pas que des vigies, au sens où ce qui a été intéressant lors de la conférence environnementale, il a été fait allusion à la fin de l'intervention de Pascal Canfin, c'est que le boulot entre les organisations environnementales et les syndicats de salariés et les syndicats d'entreprise et d'autres acteurs, depuis le Grenelle, il est fait. Et on sait quand même, évidemment, on a un peu préparé la conférence environnementale, et donc il y a un certain nombre de points, ce qui avait été évoqué pour la CFDT, qui était partagé et préparé entre nous. Je pense que ça, c'est important à souligner. Alors j'en reviens à l'intervention d'Aline Archimbaud et celle de Jean-Philippe Magnien. Si on veut vraiment s'engager, comment dire ça sans faire trop langue de bois, résolument dans la transition écologique, il est fondamental, je le dis très sincèrement, d'intégrer les aspects sociaux, c'est-à-dire la partie la moins facile et la plus négative, la reconversion. Vous noterez que
même si je partage ce qu'a dit Jean-François sur Fessenheim, à partir du moment où un médiateur est nommé, ce qui avait été un peu oublié par le président de la République, mais rectifié par le Premier ministre, on s'engage vraiment dans le concret. Hein. En revanche, il y a toute la question que deviennent les salariés de Fessenheim et les sous-traitants. Et là, il y a réellement à prendre en compte la reconversion. L'autre aspect, et celui qu'a évoqué Jean-Philippe Magnin, c'est celui de la formation professionnelle. Même si le Grenelle n'a pas été magnifique, il a quand même permis de faire émerger un certain nombre de marchés et de demandes d'emploi. Les deuxièmes rencontres de l'économie verte faisaient témoigner des chefs d'entreprise qui ne trouvaient pas les personnes qualifiées. Donc là, il y a aussi cet aspect qu'il faut réellement intégrer, à la fois sur le verdissement des métiers, donc une formation professionnelle, quel que soit le métier, qui permette de dire d'avoir au moins un volet environnemental, tout ce qui est métier nouveau avec, par pitié, et là c'est important aussi pour nous, des exigences en termes de qualification professionnelle. Un truc qui m'a profondément choqué, c'est dans le cadre du service emploi jeune, nouveaux services, nouveaux emplois. Beaucoup de collectivités ont recruté des ambassadeurs du tri. Non, nouveaux services, nouveaux emplois. C'était le dispositif Aubry. Donc ça ne nous rajeunit pas, hein, c'est 98 je pense. Beaucoup de collectivités ont recruté ce qu'ils ont appelé pompeusement des ambassadeurs du tri. Ils n'avaient pas de voiture corps diplomatique avec chauffeur. Ces gens-là, ils ont été pressés jusqu'au citron. Ils ont souvent fait un boulot formidable. Le dispositif d'aide s'est arrêté. Ils sont retournés à la case chômage et leur boulot, leur compétence professionnelle n'a pas été qualifiée. Si on veut vraiment avancer pour la transition écologique, il faut que ces personnes qui s'engagent concrètement dans leur vie professionnelle, leur qualification soit validée, reconnue. C'est important évidemment humainement pour eux, mais c'est important aussi pour nous, pour que ce soit des métiers qui soient ancrés dans la durée. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci à vous. Alors, en attendant qu'une nouvelle batterie de questions se prépare, Pascal, j'allais poser la question de façon un petit peu malicieuse et provocante. Monsieur le ministre, comment est-ce qu'on peut faire de la transition écologique et du développement en même temps? Qu'est-ce qui marche bien? Et puis, qu'est-ce qui est plus compliqué? En toute franchise, on est entre nous, il y a juste 120 000 journalistes dans la salle. Ils sont tous partis, rassurez-vous. Ils sont là. Bon, il faut que je contrôle. C'est vraiment important parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'il y a un ministre écologiste en charge du développement. Et donc, je vais vous envoyer demain, je crois, un recto verso qui récapitule les 4 premiers mois de à quoi ça a servi un ministre écologiste au développement, et puis les chantiers qui ont déjà été réalisés et les futurs. Donc je vais juste dresser quelques points très rapidement. Première chose qu'on a réussi à faire, c'est à réorienter les priorités de l'Agence française de développement, qui est, comme vous le savez peut-être, le bras armé en quelque sorte de la politique de développement de la France. On a réorienté sa politique énergétique. À partir de début octobre, je crois que le prochain conseil d'administration qui doit entériner ce changement stratégique, c'est le 8 octobre, la priorité numéro 1 de l'Agence française de développement en matière énergétique, ce seront plutôt les énergies renouvelables. La priorité numéro 2, l'efficacité énergétique. Sur les 6 milliards d'euros d'investissement qui sont prévus par l'Agence française de développement sur les 3 prochaines années en matière, dans le secteur énergétique, ces 2 priorités seront donc efficacité énergétique, énergie renouvelable. Ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible, je pense, s'il n'y avait pas eu un ministre écolo-développement, mais ça n'aurait pas été non plus possible si l'ensemble des ministres concernés, à savoir Laurent Fabius et Pierre Moscovici, n'en avaient été d'accord. Et donc, c'est bien un travail de coopération qui a permis ce changement stratégique. Ça veut dire que maintenant, ce sera très difficile pour l'Agence française de développement de justifier le fait de financer, par exemple, une centrale au charbon, puisque ça n'est ni renouvelable, ni particulièrement efficace en termes d'efficacité énergétique. Donc ça veut dire qu'on va maintenant pouvoir déployer une offre française en matière d'efficacité énergétique, en matière d'économie verte. Il y a énormément d'entreprises ou de PME qui sont là potentiellement pour déployer cette offre, sauf qu'aujourd'hui, je constate que ça n'a pas été le Quai d'Orsay, Bercy et les entreprises concernées ne sont pas encore en réseau, ne travaillent pas ensemble de façon à ce qu'on puisse proposer cette offre qui va effectivement mettre en place la transition écologique dans la politique de développement. Et puis,
à côté de l'offre, il faut évidemment travailler sur la demande. Parce qu'on n'est pas dans une forme de néocolonialisme vert où on dirait aux autres, maintenant, vous allez faire du renouvelable, point barre, et c'est bien pour vous, et c'est bien pour... Bon, il faut les convaincre. Parfois on perd, très clairement, parfois on gagne. Et donc là, la question, c'est de structurer aussi la demande. Et en faisant ça, nous serons quelque part en pointe dans l'application de la transition énergétique, en l'occurrence, puisqu'on est sur le secteur de l'énergie, à la politique de développement. 2-3 autres points, si tu me le permets. Nous commençons à travailler au fait d'avoir des critères de responsabilité sociale et environnementale dans l'ensemble des appels d'offres de l'Agence française de développement. Aujourd'hui, comme toute banque, l'Agence française de développement, il y a des gens qui instruisent des projets pour savoir ce qu'on va financer au Sud. Et puis, à un moment donné, il y a un département financier qui évalue la rentabilité, qui évalue les conditions, qui évalue les risques de ne jamais être remboursé du prêt, qui évalue le mixage en termes de dons, en termes de prêts, qui évalue tout le projet d'un point de vue strictement financier, et c'est légitime, c'est une banque, et qui dit oui ou non. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle un deuxième comité d'avis, qui sera uniquement centré sur des critères de soutenabilité, de responsabilité sociale et environnementale du projet. Et donc ça veut dire qu'il y aura une deuxième personne indépendante du service qui a instruit le dossier, indépendante du service purement financier, et qui va dire oui ou non au financement de ce projet, s'il entre bien dans les critères de soutenabilité. Donc évidemment, maintenant, il faut écrire dans le détail ces critères, mais moi, je ne connais aucune banque au monde qui a ce double niveau d'engagement, c'est-à-dire un engagement financier, parce que c'est une banque, et un engagement purement développement durable au même niveau. Et donc nous sommes en train de le mettre en place. Évidemment, vous pouvez imaginer que ça prend un petit peu de temps, parce qu'il faut mettre en place les procédures, il faut se mettre d'accord sur les critères, il faut engager les personnes qui vont le faire. Mais lorsque, dans 6 mois, on aura réussi à faire ça, je pense, à ma connaissance en tout cas, que l'Agence française de développement sera la seule banque au monde à avoir ce double niveau d'engagement et qui sera totalement intégrée sur l'ensemble de ces projets, pas simplement sur une niche, avec la transversalité des critères de développement soutenable. Donc j'insiste pas plus, il y a d'autres éléments que je pourrais évoquer si vous avez des questions, mais voilà, on essaye vraiment de transformer la politique de développement pour la rendre tout simplement compatible avec les exigences évidentes que nous partageons tous de soutenabilité du modèle de développement que l'on recherche. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, j'ai 2 demandes de parole en tribune. Donc, Ronan avait demandé la parole. Donc, Ronan et ensuite Yannick. Et dans la salle, donc Daniel. Je sais qu'il y a on a ouvert aux militants des groupes locaux, etc. Si certains ont des questions sur l'international et la transition écologique, profitez-en. Vous avez des ONG expertes. Vous avez vraiment le gratin qui pourra vous répondre en direct. Ronan. Oui, donc pour rester sur cette perspective, donc la France est candidate pour accueillir la conférence des partis en 2015. 2015, c'est une date importante. C'est-à-dire, il y a une conférence des partis tous les ans, mais 2015, c'est l'année où, normalement, on doit concrétiser l'engagement de Durban d'un accord plus ou moins contraignant, intégrant y compris les pays émergents. C'était ça, l'accord de Durban, de dire il y aura un engagement de réduction des émissions, non plus seulement des anciens pays industrialisés, mais aussi des émergents. Et ça, c'est pour 2015. Donc la période entre aujourd'hui et 2015, c'est pour essayer de trouver cet accord. 2015 étant aussi, c'est une des rares avancées de Rio, la date pour les objectifs de développement durable, qui doivent là aussi être des engagements non seulement des pays industrialisés, mais des pays émergents. Pour arriver à ça, il faut une sorte de deal planétaire, qui ne sera pas global, mais qui devrait être quand même en partie cadré entre notamment l'Europe, les grands émergents, voire les États-Unis, ou au moins obtenir la neutralité des États-Unis. Donc c'est un enjeu majeur, et c'est un calendrier très précis. Et que la France dise « ça se passera chez nous », est quand même quelque chose de très fort, avec des paroles fortes du président de la République qui dit « je veux une grande diplomatie internationale sur l'environnement ». Et là où ça fait évidemment le lien avec notre propre responsabilité, et tout particulièrement celle de Pascal, c'est qu'on voit bien qu'au niveau international aujourd'hui, on est à un stade où il faut d'abord reconstruire la confiance. Et notamment construire une confiance et un axe fort entre l'Europe et l'Afrique. Donc les Africains, ce qu'ils regardent d'abord, c'est la qualité de notre politique de développement. Pas que les pays francophones, mais aussi les pays anglophones. Donc ce qu'on est, je pense, notre responsabilité, ce que Pascal, je crois, est en train d'essayer de construire, c'est ce maillon-là
de la stratégie internationale, qui est d'abord de construire un axe Europe-Afrique, France-Afrique et Europe-Afrique, Europe-Afrique, mais avec une part France-Afrique dans cet axe. Évidemment, vu l'histoire, c'est France avec un tiret, pas France-Afrique attaché, vous avez bien compris. Bien évidemment. Mais il faut aussi assumer la part. De trésorerie du parti ou... Donc il faut assumer la part. Et il faut faire le lien avec le Parlement européen, avec les instances européennes. C'est-à-dire que les différents niveaux, et ça correspond aussi aux stratégies des autres banques de développement européennes, comme la KW en Allemagne, il faut qu'on réussisse à mettre en perspective et en cohérence l'ensemble de ces échelons-là pour arriver sur 2015. Donc c'est à la fois extrêmement ambitieux comme objectif et absolument nécessaire. Et donc notre boulot, ça va être maintenant effectivement de mettre en cohérence la totalité de nos interventions sur ce calendrier 2015. Alors, sont inscrits Yannick, Daniel, ensuite Jean-François Juliard a demandé la parole. Je peux prendre ensuite une intervention avant qu'on en vienne à la conclusion. Est-ce qu'il y a une question du public? Alors vas-y Yannick. Alors, une administration, de manière générale, comme un gouvernement, ça n'est jamais cohérent. Donc il y a ce que porte évidemment Pascal, et il y a aussi la diplomatie, parce que je vois bien qu'on multiplie les rôles de la diplomatie en France, de cette diplomatie économique, dont un des objectifs, c'est aussi de vendre du nucléaire. Et je crois que pour le coup, il y a une demande que pourraient fortement faire nos parlementaires nationaux, c'est la question du contrôle parlementaire des exportations de technologies sensibles. La France, à la différence par exemple des États-Unis, est un des pays où le président de la République peut seul décider de l'exportation d'une centrale nucléaire en Libye, par exemple. C'est totalement aberrant qu'il n'y ait pas de contrôle parlementaire là-dessus. Aux États-Unis, ça n'est pas imaginable, ce type de choses. Donc comme on discute en permanence d'une parlementarisation de notre République, je pense que c'est un point important à aborder. Après, sur la question européenne, on discute en ce moment au niveau européen du nouveau cadre financier 2014-2020. Jusqu'à maintenant, par exemple, sur les fonds structurels, c'était maximum 4% sur l'efficacité énergétique. Pour les régions françaises, dans le futur cadre, c'est au moins 20%. C'est énorme, la différence. Et évidemment, aujourd'hui, la France a plutôt atteint ces 4%, mais est-ce que vous imaginez la Commission européenne allant porter recours juridique auprès de la France parce que la France s'inscrirait déjà, anticiperait déjà le fait de dépasser 4% pour aller beaucoup plus loin. Ce que je veux dire, c'est que ce soit sur les fonds structurels, FEDER ou FSE, que ce soit sur la BEI, que ce soit sur les fonds propres, que ce soit sur... On a une capacité aujourd'hui de financement de la transition écologique et notamment de la transition énergétique qui est extrêmement puissante. Et, disons-le aussi politiquement, c'est plus facile aujourd'hui au niveau européen de faire de l'efficacité énergétique et des renouvelables qu'au seul niveau français. Parce que d'une certaine façon, le consensus à minima européen, il est sur l'efficacité énergétique, il est sur les renouvelables. Tout le reste n'est pas consensuel au niveau européen. Donc, utilisons aussi de la construction d'un projet européen de transition écologique les moyens d'asseoir dans notre pays le fait qu'une transition énergétique ambitieuse et efficace, ça se passe sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Et là, alors bien sûr, chaque nouveau gouvernement arrivant, chaque nouvelle majorité peut modifier, détricoter ce qu'a fait la précédente. En même temps, on sait qu'il y a des effets qui créent, j'allais dire, pas une forme d'irréversibilité démocratique, mais au moins d'irréversibilité industrielle des modèles énergétiques. Prenez les débats en Allemagne quand ils ont posé la question de la sortie du nucléaire. Vous aviez le patronat qui disait c'est 400 000 emplois détruits dans notre pays. Vous aviez les syndicats qui disaient à peu près la même chose. Et regardez les mêmes syndicats, que ce soit les syndicats d'employeurs ou les syndicats salariés, au moment où Merkel a dit on confirme la sortie du nucléaire engagée par la coalition rose-vert de Schröder. Eh bien, ils avaient complètement changé. Ils défendaient, d'une certaine façon, la sortie du nucléaire au regard de la compétitivité économique. Donc, il faut, le boulot qu'on peut faire est aussi créer aussi par la crédibilité de nos propositions, créer aussi
une forme de difficulté à revenir, y compris politiquement, sur les changements engagés. Dernier point, sur la question climat-énergie. C'est bien, le président de la République a dit qu'il faut construire ou envisager une communauté européenne de l'énergie sur la base du couple franco-allemand. Voyons tous les avantages que cela nous crée. Le type de partenariat industriel qu'il peut y avoir ne sera pas un partenariat sur le nucléaire, ou si c'est du nucléaire, ce sera du démantèlement. Les Allemands, comme nous, ont besoin de trouver les moyens du financement de la transition énergétique. Et pour ça, on peut avoir un accord fort avec les Allemands, notamment sur resserrer le marché carbone et faire en sorte que ces 30 milliards potentiels de revenus de la vente des quotas par an servent cette transition énergétique. Donc il y a vraiment un coup à jouer avec les Allemands, potentiellement sur du partenariat automobile, je ne crois pas trop, peut-être Alstom, Siemens sur du tramway, mais surtout sur un vrai partenariat industriel autour des renouvelables et autour d'une ambition européenne forte sur le climat, même si on aura du mal au niveau européen à porter dans les semaines qui viennent l'objectif de 30%, parce que c'est très compliqué, la dynamique européenne n'est pas là. En revanche, on peut gagner quasiment du 30% effectif par le resserrement du marché carbone. Merci Yannick. Daniel. Oui, merci. Alors, effectivement, sur l'énergie, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Moi, je voudrais revenir un petit peu par rapport au développement et à ce qui peut se faire en matière de développement, à la fois au niveau de la France et du ministère que tu représentes, Pascal, et puis aussi au niveau de l'Europe, parce qu'il me semble qu'une des rares compétences transversales claires de l'Union européenne, c'est en matière de développement, en particulier tout ce qui est autour de l'aide alimentaire. Aujourd'hui, où me semble-t-il, à l'ONU va être débattu ce qui risque de se faire au nord du Mali, me semble-t-il, se poser la question des programmes alimentaires, en particulier que l'Union européenne avait commencé dans ces régions-là et qui, à ma connaissance, fonctionnaient plutôt bien, c'est-à-dire où on arrivait à être sur une logique de les aider à faire, à s'alimenter, à produire et non pas à être subventionnés, soutenus, dépendants. Du coup, qu'est-ce que ça va devenir, ça, au niveau de l'Afrique en général, en prenant le Mali pour exemple? Ça, c'est ma première question, c'est-à-dire autour de ce sujet-là, et il me semble que l'inflexion de l'AFD devrait nous aider à réfléchir aussi à ça, sur ces logiques, et à y réfléchir au moment où, dans le même temps, et vous avez lu comme moi, je suppose, dans la presse, on apprend que des pratiques que moi j'espérais disparues définitivement, qui ont l'air de se remettre en place, d'aide alimentaire d'urgence, se font par exemple avec des produits venant du Japon, plutôt Fukushima, mélangés suffisamment entre guillemets avec des produits sains pour que ce soit un niveau acceptable de pollution et de contamination des populations. On a connu ça il y a quelques années avec les OGM. Est-ce que cela, on peut nous battre chacun où on est, au niveau parlementaire, au niveau ministériel, au niveau national, au niveau européen, pour que ce genre de pratique ne soit pas possible au niveau international. Et puis, deuxième question, elle sera très courte, mais ça n'étonnera personne, la taxe sur les transactions financières. Cette taxe sur les transactions financières, tout le monde en parle, on sait qu'elle va finir par être mise en œuvre, on sait qu'il y a déjà suffisamment d'États qui sont partis pour. À quoi va-t-elle servir ? Elle a été, je rappelle que en son temps, avec Harlem Désir, quand on était eurodéputé, nous, ce qu'on avait bataillé, et ça n'avait pas marché, c'était la taxe Tobin pour le développement. Aujourd'hui, on a une taxe sur les transactions financières à laquelle on veut faire tout. C'est-à-dire aider le social en France, aider les pays en difficulté au niveau de l'Europe et aider le développement. Alors, je ne voudrais pas que le développement soit sacrifié dans cette affaire. Qu'en est-il? Est-ce que, Monsieur le Ministre, tu es rassuré sur cette partie-là? Merci beaucoup Daniel. Alors je vous propose, donc on avait Jean-François Juliard qui a demandé à faire une seconde intervention et ensuite on n'a pas forcément commencé ponctuellement, mais ce serait bien qu'on termine ponctuellement. Donc pour clore nos débats, Ronan qui est le régional de l'État prononcera quelques mots et puis laissera le mot de la fin à notre ministre. Donc Jean-François. Oui, je vais faire très vite. C'est juste parce qu'on parlait tout à l'heure diplomatie internationale de l'environnement. Un autre sujet qu'on a porté dans
dans nos préparations et nos rencontres avec François Hollande et ses équipes, c'est la protection de l'Arctique. Vous avez certainement lu que ces jours-ci, nous atteignons un nouveau record dans la fonte de la glace en Arctique, et c'est un enjeu absolument fondamental. Je ne vais pas expliquer, je ne vais pas en donner les raisons ici, mais en termes de lutte contre le réchauffement climatique, en termes de protection de la biodiversité marine, il y a quelque chose là qui est un enjeu absolument global. Et on pense que c'est un sujet que la France devrait porter, s'honorerait de porter. Il y a 20 ans, la France avait joué un rôle absolument crucial dans la sanctuarisation de l'Antarctique. Il faudrait que la France fasse la même chose aujourd'hui. Nous avons rencontré Michel Rocard. Michel Rocard, je vous rappelle, qui est toujours ambassadeur des deux pôles aujourd'hui. Je crains que tout seul, il n'y parvienne pas. En revanche, il faut mettre toutes les forces du gouvernement dans cette bataille-là. En plus, le terrain est libre aujourd'hui parce que Total, qui était dans les starting blocks pour aller forer au large de l'Arctique, a finalement renoncé suite à des contingences techniques, financières, etc. Donc il n'y a même pas le problème Total en face de nous. Donc je dirais, c'est un terrain libre. La route est libre, effectivement. Donc la France s'honorerait encore une fois à devenir un peu le champion à l'échelle planétaire de la protection, de la sanctuarisation absolument indispensable de la région arctique. Merci. Alors pour le mot qui ne sera pas le mot de la fin, puisqu'on l'a vu, la transition énergétique, c'est maintenant et c'est pas seulement en France. Donc un duo entre Ronan Dantec et Pascal Canfin. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, vous allez nous préparer l'apéritif et le point presse. Merci à vous et merci à tous de votre participation au débat. Il paraît que normalement on ne parle pas après un ministre, mais comme c'est Ronan, ça posera aucun problème. Il est mondial. Pour répondre à la question de Daniel, sur l'aide alimentaire, il n'y a pas de raison. Enfin, effectivement, nous avons fait le choix, et c'est un choix qu'on ne valorise pas suffisamment, nous, Français. Nous avons fait le choix de mettre, par exemple, l'aide alimentaire au Sahel, les 2/3 de notre contribution au travers de la politique européenne d'aide alimentaire. Et très souvent, moi j'entends des discours de la part de nos ambassadeurs, de la part même des ONG qui nous disent, françaises, qui nous disent « Ah mais où est la contribution de la France ?» Mais notre drapeau, c'est pas que le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est aussi le drapeau européen. Et quand l'Europe agit quelque part, quand 20% de cette action est financée par les contribuables français, je considère que c'est légitime, d'une part, de l'influencer, et ensuite de dire c'est aussi notre drapeau. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Jean-Pierre Chevènement lors de l'audition du Sénat. Bon, il m'a pas convaincu, je l'ai pas convaincu, c'est pas très étonnant, mais voilà, pour lui et pour beaucoup de responsables politiques français, le drapeau français, c'est encore la partie purement bilatérale. Je pense que sincèrement, c'est une erreur. D'abord, ça veut dire qu'on se coupe un bras, puisque on met plein d'argent, puis après on dit ah bah non, c'est pas notre drapeau. Bah, c'est un peu absurde, parce qu'il faut évidemment continuer à mettre de l'argent au Fonds européen de développement et aux autres outils européens en la matière, mais ensuite se l'approprier symboliquement, culturellement et politiquement. Donc, une grande partie de notre action passe en matière d'aide alimentaire, qui n'est pas spécifiquement du développement, passe par l'Union européenne. Et je suis extrêmement attentif. Alors, si tu as des éléments d'information, on en reparlera. Moi, je suis effectivement extrêmement attentif, notamment quand j'en discute avec les ONG, avec le directeur de la FAO, avec qui j'étais encore hier, ou avec le Programme alimentaire mondial, à ce que cette aide alimentaire, ce soit pas les sacs de tout ce qu'on veut qui arrivent et qui déstructure totalement le tissu productif local. Mais qu'au contraire, ça, évidemment, ça traite l'urgence là où il faut traiter l'urgence et là où il n'y a pas d'offre, mais il faut surtout pas que ça déstructure les marchés qui continuent d'exister, notamment au Niger, puisque il n'y a pas, semble-t-il, un énorme problème sur la production aujourd'hui au Niger. Il y a un problème dans la diffusion, il y a un problème dans les marchés, il n'y a pas de problème de production. Donc il ne faudrait pas tuer les agriculteurs en arrivant avec des sacs de riz, de mil ou de blé ou tout ce que vous voulez, et que si en plus ils sont contaminés, Fukushima, c'est encore une autre affaire dont on pourra reparler. Voilà pour la réponse précise à la question. Sur les différentes, il y a deux petits sujets sur lesquels je voulais conclure. Bien évidemment, les ONG n'ont pas qu'un rôle de vigie. Elles ont aussi un rôle de vigie, mais pas qu'un rôle de vigie. Et je peux vous dire, sans en dire plus, parce que l'objectif, c'est que notre travail soit efficace et pas public, nous avons extraordinairement bien coordonné nos actions en amont de la conférence environnementale entre les ONG, l'action des parlementaires et l'action au sein du gouvernement. Et je pense que ça a contribué, même si
ça n'a pas fait les titres des 20 heures, ça a contribué à ce que nous ayons, pour l'instant en tout cas, très clairement, des résultats, puisque la conférence environnementale, c'est un succès dont nous pouvons nous en attribuer une part. Et puis, pour conclure, il y a une des annonces de cette conférence environnementale qui effectivement est un petit peu passée inaperçue, c'est ce que rappelait Ronan, le gouvernement français. Voilà pour la table ronde d'Europe Écologie Les Verts, les journées parlementaires à Nantes. Et de Nantes, on va passer à Vitry-sur-Seine, les journées parlementaires du Front de gauche, où le président du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, va prendre la parole. On va l'écouter et on en parle juste après. À ces élus que j'ai ici, mes collègues, en face de moi, pour leur participation à la grande campagne décisive que nous avons menée pendant les élections présidentielles si récentes, qui n'aura pas été une addition de bons coups de communication, mais tout au contraire, la reconstruction, renaissance d'une force politique que d'aucuns croyaient avoir réussi à avoir fait disparaître et qui a mûri dans les profondeurs du peuple français au fil d'une histoire peut-être recommencée en 2005, justement, déjà sur un débat européen où s'était trouvé mis sur la table l'ensemble des grands problèmes auxquels notre époque est confrontée, celle de l'organisation sociale de nos pays, de la souveraineté populaire, des principes qui doivent organiser la société entre l'idée de solidarité ou celle de compétition, entre la coopération ou la concurrence libre et non faussée, les grandes questions que notre peuple a toujours su regarder en face et traiter avec maturité et conscience politique. De cette histoire, il est résulté notre renaissance et notre émergence politique à l'occasion de cette élection présidentielle, avec 4 millions de nos concitoyens se reconnaissant dans un choix difficile, exigeant, celui que proposait le programme L'Humain d'abord et le Front de gauche. Si bien que nous savons, nous, quoi qu'on puisse dire à ce sujet, que ceux qui ont fait ce choix savaient ce qu'ils faisaient et que ce choix les a eux-mêmes transformés, non seulement parce qu'ils l'ont tenu contre vents et marées et toutes les sollicitations qui les invitaient à faire autre chose, mais aussi parce que, une fois qu'ils ont eu pris cette décision, ils ont découvert mutuellement leur force, leur enthousiasme, leur bonheur d'être ensemble, tant et si bien qu'ils sont en demande du renouveau de ce bonheur, et ce bonheur s'appelle notre ambition pour la patrie républicaine et pour notre peuple. Aujourd'hui, nous voici de nouveau rassemblés avec une exigence commune et un objet de combat commun. C'est vrai, nous travaillons dans un délai extraordinairement court et dans des circonstances extraordinairement difficiles. Mais notre honneur est de tenir notre rôle. Nous ne serions pas nous-mêmes, nous ne serions pas dignes de la confiance qui nous a été donnée si, alors que, à l'occasion de la session ordinaire du Parlement, qui commencera le 2 octobre prochain, nous restions muets sur les conséquences terribles qui vont résulter de l'adoption du traité pacte budgétaire qui est soumis au vote des parlementaires et où chacun d'entre eux va avoir la responsabilité personnelle de dire non pas ce qui fait plaisir à son secrétaire national de parti, non pas ce qui fait plaisir à son Premier ministre, non pas ce qui fait plaisir au président de la République, à son voisin, à son cousin, mais ce qui est bon pour l'intérêt général et pour le développement de notre pays. Les parlementaires, en France, par tradition républicaine, ne reçoivent pas de mandat impératif. Ils doivent, sur chaque vote, en conscience, librement déterminer ce qui leur paraît bon pour tous. Et d'ailleurs, la loi punit gravement et lourdement ceux qui, par des manœuvres, fût-ce des opérations d'appareil ou des menaces de sanctions, tâchent de fausser la décision libre du parlementaire. Par conséquent, nous avons un ample travail à accomplir, et nous allons le faire. D'abord dans les assemblées où nous siégeons, mais bien sûr dans notre conception à nous de l'élu, au plus près du terrain. Nous avons quelques jours pour organiser la grande mobilisation populaire qui est conforme à la dignité du peuple français, qui ne saurait voir son régime institutionnel, ses droits fondamentaux, sa souveraineté basculer dans un autre ordre des choses sans qu'il ait dit son mot et sans qu'il ait été alerté, sans qu'il ait pu être rendu conscient de ce qui est en cause. Nous dénonçons les manœuvres et le complot du silence qui s'abat sur ce traité. Et l'attitude incroyablement désinvolte du chef de l'État qui prétend que les lignes du texte européen ont changé
sans nous faire jamais l'amitié de penser qu'étant équipés d'une paire d'œils et d'un cerveau, nous sommes capables de nous rendre compte que pas un mot, pas une ligne, pas une virgule, pas un adjectif, pas une page n'a changé depuis le jour où le président Sarkozy a signé ce texte. Désinvolture encore quand, faisant sa rentrée, annonçait, et de quelle manière, à la télévision, sur la première chaîne, un entretien a lieu sans qu'il soit dit un mot, un seul mot à propos de ce traité et des questions qu'il soulève, non seulement pour le pays, dans le pays, mais entre les femmes et les hommes de gauche qui participent à cette victoire, qui ont participé à cette victoire remportée contre Nicolas Sarkozy il y a quelques mois, qui avait un contenu qui n'était pas une question de personne. Nous n'avions rien en particulier contre la personne de Nicolas Sarkozy, ce n'est pas notre manière de faire de la politique. Nous nous opposions à un contenu, à une politique, notamment à une politique européenne. Les gens qui donc ont décidé consciemment de mettre un bulletin de vote au deuxième tour, ou comme nous le savons tous dans les institutions de la Ve République, ont éliminé Nicolas Sarkozy pour éliminer la politique dont il était le porteur, et notamment la politique européenne. Le chef de l'État aurait dû mettre son point d'honneur. Le Premier ministre aurait dû prolonger sa propre intervention lorsque le traité de Lisbonne est passé au Congrès de Versailles, puis qu'il avait lui-même déposé une motion référendaire devant l'Assemblée nationale. L'un et l'autre auraient dû prendre le pays à témoin, car la gauche a toujours intérêt à l'implication populaire et civique, à l'engagement des consciences, à l'adhésion des consciences, plutôt qu'à forcer, contraindre ou mystifier. Cette difficulté s'aggrave depuis quelque temps du surgissement de débats qui certes ont leur intérêt, mais dont nous avons l'impression qu'ils fonctionnent comme des leurres, voire comme des diversions. Nous ne pensions pas qu'il y aurait de nouveau un débat sur le droit de vote des immigrés aux élections locales, dans la mesure où le candidat qui a gagné l'élection en avait fait un des points essentiels de son programme, et que donc nous nous attendions à ce que, normalement, naturellement, cela vienne en débat devant le Parlement, et qu'alors, au moment voulu, la discussion aurait lieu. Pourquoi, tout d'un coup, cette question apparaît-elle et paraît-elle si urgente aux uns et aux autres qu'il faille oublier l'autre question, ô combien brûlante, des renoncements à la souveraineté populaire que conclut le pacte européen? Quelle est la logique qui veut que ceux-ci veulent étendre la citoyenneté à de nouvelles personnes au moment où ils s'apprêtent à la réduire pour tous en adoptant le pacte budgétaire européen? Quelle cohérence entre ces deux attitudes? Il n'y en a pas. C'est bien le signe qu'il s'agit d'un leurre. Ça n'enlève rien, bien sûr, à l'importance et à la gravité du sujet qui est mis en débat. Mais on ne peut pas faire moins que de le pointer. On nous dit, mais si le délai est si court, comment pouvez-vous croire encore que votre action sert à quelque chose? Je mets en garde ceux qui tiennent ce type de raisonnement, que ce soit dans les médias ou dans la vie militante. Le jour où les démocrates cesseront de croire à la démocratie, réellement, le problème politique posé à notre nation sera devenu considérable. C'est notre devoir d'utiliser tous les outils à notre disposition dans la démocratie. Ou alors ce n'est plus la République. Oui, le Parlement dispose de la capacité d'adopter une motion référendaire. D'ailleurs, Jean-Marc Ayrault l'a utilisé à propos du traité de Lisbonne. Par conséquent, nous sommes en droit de penser que, comme le chef de l'État avait pris l'engagement de renégocier le traité, que nous sommes tous témoins du fait qu'aucune renégociation n'a eu lieu, en quelque sorte, nous voici, ou voici les électeurs, déliés de l'engagement qu'ils auraient pu se sentir à son égard sur cette question. Et c'est donc au Parlement d'arbitrer en connaissance de cause. Et puisqu'il dispose du moyen de s'exprimer en adoptant une motion référendaire du type de celle que nos groupes lui proposeront, eh bien, le référendum est dans les possibilités du Parlement. J'ajoute que, puisqu'on semble si pressé d'adopter la loi organique, qui devrait en quelque sorte donner une pérennité et une autorité au pacte budgétaire de nature quasi constitutionnelle, puisque vous savez que le pacte comporte cette idée que chacun des pays qui y souscrit doit donner à la règle d'or une nature constitutionnelle ou aussi proche que possible de la nature constitutionnelle, ce qui en France signifie l'adoption d'une loi organique. On annonce donc l'adoption d'une loi organique sur ce thème
dans les prochaines semaines, peut-être au mois d'octobre ou au mois de novembre. C'est très proche. Comment se fait-il qu'une fois de plus ne soit pas mis à l'ordre du jour des assemblées la loi organique qui doit rendre possible la proposition de référendum par initiative populaire qui pourtant a été adoptée par le Congrès de Versailles à l'occasion de la dernière réforme constitutionnelle sans que jamais elle débouche. Ces questions, je pense que ceux qui, si souvent, méprisent les questions de la démocratie devraient y réfléchir. Et qu'à force, le peuple dont nous sommes aussi les représentants finit bien par se rendre compte qu'on se moque de lui et qu'on fait souvent appel à ses bons sentiments pour mieux tromper ses bonnes intentions. D'une façon ou d'une autre, ce qui est en cause aujourd'hui, par un franchissement d'un seuil, c'est très profondément la question de la souveraineté populaire. Nos concitoyens ne peuvent pas avoir conscience à cette étape, sinon d'une façon ressentie, mais pas aussi précise qu'il le faudrait dans un peuple libre, de l'ampleur de ce qui est en train de se décider. Toutes les nations, et la nôtre, qui la première a fait une révolution pour pouvoir contrôler son budget, j'en rappelle l'origine, qui la première a refusé qu'une autorité surplombe, à l'occasion, à l'époque il s'agissait du droit de veto du roi Louis XVI, qu'une autorité surplombe la délibération de la volonté générale. Notre peuple qui a refusé le premier le droit de veto se trouve aujourd'hui soumis à un nouveau droit de veto, d'une violence supérieure à celui que réclamait pour sa part le roi, puisque la Commission se prononce avant que l'Assemblée nationale ait elle-même eu à connaître du projet de budget. Le mécanisme du semestre européen soumet à l'approbation avant débat, à l'appréciation de la Commission, le contenu du budget. Je dis approbation parce que je veux débarrasser cette question de l'hypocrisie qui l'encombre. Imaginez que la Commission vienne à dire que tel projet de budget n'est pas convenable. Que se passerait-il aussitôt si le gouvernement considéré n'obtempérait pas immédiatement? Évidemment qu'aussitôt bondiraient les taux d'intérêt, puisque ceux-ci sont fixés librement par le marché, comme vous le savez, et que ces décisions peuvent être d'application terrible sur les coûts des budgets des pays. Le pacte budgétaire va mettre en place un nouveau garrot dont beaucoup n'ont pas compris qu'il ne concernera pas seulement le budget de l'État. La conditionnalité à partir de laquelle s'opèrent les interventions de solidarité, ou prétendues-elles, du mécanisme européen, s'étend non pas seulement aux questions de budget. Les mécanismes de contrôle de l'Europe à cette étape, tels que contenus dans le pacte, ne se limitent pas à la question du déficit du budget de l'État. Tout à l'heure, nous en avons fait amplement le tour. Ils s'étendent à l'ensemble des comptes publics, inclus les comptes sociaux et les comptes des collectivités locales. C'est pourquoi je pense que nos journées, comme l'a proposé tout à l'heure André Chassaigne, doivent pouvoir interpeller les élus locaux. Je ne suis pas sûr, et nous ne sommes pas sûrs dans cette salle, que tous aient bien compris que le pacte budgétaire s'appliquera aussi aux délibérations des assemblées locales, c'est-à-dire des communes, des départements et des régions. Le mécanisme du garrot prendra des formes très diverses, mais la plus simple, nous la connaissons tous, c'est que dorénavant, ne disposant plus de la liberté de fixer elles-mêmes leurs recettes par la levée de l'impôt, les collectivités locales dépendent pour l'essentiel des dotations globales de fonctionnement et d'investissement accordées par l'État. Et par un mécanisme de transfert du contrôle de l'évolution des dépenses publiques, ces dotations vont être conditionnées au respect des éléments essentiels contenus pour le reste dans le pacte budgétaire auquel l'État-nation lui-même doit se soumettre. Ce qui sera donc vrai en quelque sorte pour le budget de l'État sera vrai pour tous les budgets. Pas une commune de France ne pourra, en dernière analyse, fixer son budget si la Commission européenne
estime que les décisions qui sont prises ne sont pas conformes aux orientations générales qui ont été fixées, quel que soit le mécanisme qui fera descendre cette police politique depuis le niveau européen jusqu'à l'une des 36 000 communes que compte notre pays. Dans ces conditions, plus que jamais, notre devoir d'alerte est sollicité. Sénateurs, députés, militants politiques, c'est notre ardente obligation que d'aller au-devant de nos concitoyens et de leur dire « Vous pouvez choisir d'opter pour cette politique ». Le plus grave serait que vous ne sachiez pas pourquoi on est en train d'opter à votre place. Je pense que la falsification du mécanisme démocratique finit toujours par se payer. Notre peuple, nos institutions, l'idée des libertés publiques en France ne s'est jamais remis du viol qu'a représenté le vote non au traité constitutionnel, suivi d'une décision du Congrès à Versailles faisant comme si c'était oui. Quelque chose, depuis cette date, est pourri dans notre démocratie et chacun le ressent. La parole publique est suspecte. L'organisation des pouvoirs publics sont rendus suspects, quand bien même les femmes et les hommes qui les animent font tout ce qui est en leur pouvoir pour en assumer la dignité et en répandre le partage de pouvoir. J'ai dit il y a un instant que les mécanismes de la conditionnalité que l'Europe, la Commission européenne, impose aux États-nations ne se contentaient pas de viser la question des déficits de l'État. J'en donne un exemple peut-être pour fixer les idées. Vous entendez tous, nous entendons tous parler des engagements que l'on demande à la Grèce de respecter. Je vous en lis quelques extraits qui vont vous permettre de voir le niveau de tyrannie auquel conduit la présence de ce qu'on appelle la Troïka dans un pays. Lorsqu'arrivent les représentants de la Banque centrale européenne, du FMI et de la Commission, voilà ce que ça donne. Le 9e plan d'austérité infligé à la Grèce, qui a déjà perdu 20% de sa capacité de production de richesse, qui est entré en récession il y a maintenant plus de 3 ans, sans que jamais une seule fois les politiques d'austérité aient permis de voir quelque lueur que ce soit au bout du tunnel dans lequel la Grèce a été enfermée. Dans les engagements du 9e plan d'austérité, il y a la baisse des salaires de 22%. Le salaire minimum doit passer à 480 € par mois. Baisse des salaires des jeunes de 35%. Plafonnement des allocations chômage à 313 € par mois. Suppression des contrats de travail à durée indéterminée. Abrogation des conventions salariales de branche. Baisse des dépenses de santé et des allocations familiales. Licenciement de 150 000 fonctionnaires, ça c'est de la dépense de l'État, privatisation de l'eau, de l'électricité et de l'énergie. Vous voyez en entendant cette liste qu'il n'est pas question dans le pacte budgétaire simplement de régler les recettes et les dépenses de l'État. Il est question d'un reformatage global de toute l'organisation financière, sociale et politique de l'État lorsque celui-ci tombe sous la main du mécanisme européen de stabilité. C'est pourquoi je déplore pour ma part cette panne de débat, ce manque de respect. Lorsque nos camarades socialistes, après avoir une première fois refusé notre offre publique de débat en 2012 à la veille de la conférence de la campagne présidentielle, aujourd'hui s'en tiennent à des formules aussi méprisantes à notre égard que le silence, l'oubli, assorti des fois de remarques finalement assez ridicules sur qui a été élu et qui n'a pas été élu, alors même que c'est un problème dans notre pays que ceux qui ont recueilli 4 millions de suffrages soient si mal, c'est-à-dire si peu représentés dans les assemblées, que ces 4 millions de voix n'aient droit au chapitre ni à proportion de ceux qui les ont portés, ni même financièrement. Ça mériterait mieux. Ça m'amène à donner mon point de vue, bien sûr personnel, mais puisque c'est moi qui ai le micro,
j'en use comme vous le faites chacun dans vos assemblées. On voudrait nous faire rentrer à toute force dans des catégories dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas. Et c'est notre droit de nous définir avec nos propres mots, parce que nous pensons qu'ils sont plus efficaces pour faire comprendre ce que nous entreprenons. Nous ne sommes pas membres de la majorité présidentielle pour la raison que nous ne sommes pas liés par le programme de la majorité présidentielle. Nous sommes mandatés sur notre propre programme, l'humain d'abord. Mais nous ne sommes pas l'opposition pour autant. L'opposition, c'est ceux, en général, en démocratie, qui ont perdu l'élection. Ce n'est pas notre cas, nous l'avons gagné. Nous l'avons gagné. Nous avons appelé à l'élimination du candidat de la droite, président sortant. Et nous avons été entendus par le peuple français et, en premier lieu, par nos propres électeurs, sans lesquels la décision n'aurait pas été possible. François Hollande a gagné au deuxième tour avec 1 million de voix d'avance, ce qui devrait signaler à tous l'importance de remettre la société en mouvement et en adhésion avec les valeurs de la gauche, plutôt que de se livrer à des compétitions du mépris. Notre société a besoin d'être positivement dynamisée. Mais enfin, le résultat est là. Et nous pouvons dire, nous, le Front de gauche, que nous avons fait le résultat. Je sais que des fois, ça peut paraître déplaisant à entendre. Bien sûr, nous n'étions pas les plus nombreux. Mais nous sommes ceux qui ont fait la différence. Si on était arrivé à 50-50, une seule personne aurait fait la décision. C'est la démocratie. Nous nous inclinons devant la décision qui est prise par une majorité. Donc, nous ne sommes pas l'opposition. J'ai pensé que le mot qui nous décrivait le mieux, le plus ouvert, qui montre notre volonté positive, c'est de dire que nous sommes les ayants droit de la victoire. Nous y avons contribué, donc nous en attendons un certain nombre de résultats. Nous ne demandons pas qu'on applique notre programme, mais nous demandons que le Parlement puisse jouer son rôle. Ce n'est pas une chambre d'enregistrement. Être les ayants droit, c'est faire avancer les idées dans le débat parlementaire, à condition qu'il ne soit pas fermé, à condition que nos amendements soient pris en compte, que notre parole soit écoutée, que nous ne soyons pas menacés par des votes bloqués, que les parlementaires qui, à l'occasion de tel ou tel débat, dans les groupes socialistes ou dans les groupes écologistes, rejoignent nos idées ou les partagent, ou des fois nous les avons mis au point ensemble, lorsqu'ils s'apprêtent à voter avec nous, ne soient pas menacés de sanctions. Par exemple, sur la question du pacte budgétaire. Être des ayants droit, c'est considérer que nous sommes le ferment, comme l'a dit tout à l'heure Pierre Laurent, de majorité d'idées, ce qui, inévitablement, signifie une majorité de gauche alternative, à l'intérieur même de l'hémicycle. Nous sommes en droit de penser que cette politique ne conduit nulle part. L'austérité n'assainira pas les comptes publics, nous le savons tous, car il n'existe pas d'expérience qui montre que l'austérité améliore les comptes publics. L'austérité ralentit l'activité économique, le ralentissement de l'activité économique augmente les charges sociales de la nation à travers les besoins d'indemnisation du chômage, diminue les recettes fiscales de l'État et des collectivités, et donc augmente les déficits, et par conséquent augmente la nécessité du recours à l'emprunt, qui aujourd'hui se ferait auprès des banques privées et non pas auprès de la Banque centrale européenne, comme nous le sollicitons, ce qui mettrait un terme immédiat à la crise. Comme les États-Unis d'Amérique ont recouru à les rachats massifs par la Fed, 2800 milliards de dollars. Quand nous jetons des grosses larmes pour à peine, nous entendons jeter des grosses larmes pour à peine, même pas 1000 milliards qui ont été donnés aux banques, qui se sont bien gardées de les remettre en circulation dans l'économie réelle. Bref. Si nous sommes des ayants droit, je le dis, cela se traduit par notre travail parlementaire, me semble-t-il. Et deuxièmement, par notre activité en amont du travail parlementaire. Les parlementaires du Front de gauche ont adopté la méthode de l'atelier législatif. C'est une méthode révolutionnaire au sens citoyen du terme, qui permet d'arracher la décision politique aux petits rouages et aux ronrons routiniers de la technocratie, qui, par une espèce d'entre-soi, finit par décider de tout dans notre pays. Dès lors que le peuple lui-même, ceux qui ont à connaître, sont associés à la préparation de la loi, nous avons le sentiment non seulement de faire œuvre utile pour nos idées,
mais d'améliorer le niveau démocratique de notre République. Bien, l'autre aspect, c'est que nous demandons, au nom des nôtres, ce qui nous est dû. Nous demandons que notre camp soit renforcé. C'est une erreur de laisser passer en démocratie les occasions de marquer symboliquement le nouveau rapport de force qui a été établi par le vote. C'est pourquoi nous avons été nombreux, je crois, à déplorer que la session parlementaire, à laquelle nous avons participé activement, extraordinaire, ait vu ces objets si limités. Alors que bien d'autres questions auraient pu être mises sur la table en toute urgence, qui auraient renforcé, donné du courage, tracé de l'espoir pour notre peuple. Quelle était la difficulté pour inscrire à l'ordre du jour, au moins l'inscrire, la loi contre les licenciements boursiers qu'avait proposé notre camarade le sénateur Watrin et qui a déjà recueilli les suffrages des sénateurs socialistes au Sénat. On peut donc penser que cette décision politique était mûre. On aurait pu la présenter à l'Assemblée nationale, puisque André Chassaigne et notre groupe à l'Assemblée a déposé le même texte. On n'a pas essayé de faire des pièges, on n'a pas essayé de tordre le bras de qui que ce soit. Nous avons, en toute loyauté, en toute honnêteté, représenté le même texte, pensant que cela faciliterait l'accord. Eh bien non, c'est le contraire. Il n'a pas été inscrit à l'ordre du jour. Pourtant, il a été déposé à temps. Nous ne le comprenons pas. Lorsque nous demandons l'amnistie des syndicalistes condamnés, on m'a dit c'est une mesure symbolique, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout une mesure symbolique. Ces condamnations figurent dans les casiers judiciaires de nos camarades, les meilleurs des nôtres, femmes et hommes qui prennent des risques pour leur carrière, pour leur vie de famille, pour leur emploi. Faut-il rappeler que sur 15 000 licenciements obtenus de la manière brutale que vous savez, 12 000 sont des délégués d'entreprise, alors même qu'ils sont censés être protégés. C'est donc la démocratie sociale qui a été bafouée pendant 5 ans. Les nôtres ne sont ni des criminels, ni des voyous. Quand ils sont condamnés et continuent à être poursuivis pour avoir refusé qu'on les inscrive sur le fichier ADN, des empreintes ADN. Est-ce que la demande que nous présentons est exagérée? Est-ce qu'elle est démagogique? Est-ce qu'elle va ruiner le déficit de l'État? Est-ce que Mme Merkel pourrait nous gronder si nous le votions, puisque ça a l'air d'être une grande préoccupation de ceux qui défilent au pouvoir? Non. C'est une affaire qui touche à la souveraineté et à la démocratie dans notre peuple. Non, ce n'est pas symbolique. Je voudrais que vous sachiez, si vous l'ignorez, mes camarades, mais vous le savez tous puisqu'ils sont venus vous voir, que ces syndicalistes CGT de Roanne, qui avaient fait l'objet d'une condamnation pour avoir repris à leur compte la déclaration du chef de l'État, casse-toi pauvre con, font l'objet d'un appel, d'une procédure d'appel à minima, parce que la peine aurait été insuffisante. Et ça se passe sous l'autorité d'un gouvernement de gauche. Que des procédures sont encore en cours, qui vont avoir lieu en octobre et en novembre prochain, contre des syndicalistes qui sont la suite d'affaires commencées auparavant et où il y a des appels. On nous dit que le gouvernement n'a pas interféré dans la justice, mais pas du tout. La justice républicaine n'est pas organisée de cette manière. Le garde des Sceaux doit donner des instructions générales concernant les conditions dans lesquelles il souhaite que la loi s'applique. Pas des cas particuliers. Nous ne demandons pas que le garde des Sceaux fasse une mention particulière pour les travailleurs, les syndiqués CGT de Roanne, pas du tout. Mais nous demandons, premièrement, l'amnistie, et deuxièmement, qu'il soit dit que le délit d'outrage à chef de l'État ne fasse plus l'objet de poursuites et d'appels. Alors que nous demandons tous, comme vous le savez, l'abrogation de ce délit. Il suffit de délit d'injure publique qui est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de créer une catégorie juridique particulière pour la majesté républicaine. Tout ça, nous en avons débattu ensemble. Nous étions d'accord quand nous étions dans l'opposition. Pourquoi ne sommes-nous plus d'accord? Que s'est-il passé? Sommes-nous partisans du délit d'outrage? Sommes-nous d'accord pour que les syndicalistes... Quelqu'un est devenu d'accord entre-temps pour que les syndicalistes aillent déclarer, donner leurs empreintes génétiques? Mais tout ça est totalement nouveau. C'est nous qui sommes interloqués. C'est eux qui sont interpellés. Il ne faudrait pas renverser les rôles. Voilà comment nous voyons les tâches urgentes qui permettent de redonner de la confiance, de l'espoir, de la dignité à ceux qui en ont été si lourdement privés. Comment faut-il que je comprenne le fait que ce matin, l'entreprise Sodi Médical a été mise en liquidation?
que rien n'a été fait depuis le mois de mai dernier, alors que 32 décisions de justice étaient intervenues en faveur de ces femmes, que comme leurs patrons criminels et voyous ne payaient pas les salaires qu'ils devaient, il y a 8 jours, elles ont appris qu'elles n'émargeaient plus à la sécurité sociale puisque les salaires n'étaient pas payés et que donc leur était retiré ce dont elles bénéficiaient, les unes pour dépression, les autres pour des traitements cancéreux. Comment se fait-il qu'en tout et pour tout, la réponse se soit limitée à « nous, on n'y peut rien ». Et maintenant, l'entreprise est liquidée. Comment peut-on supporter ça? On le supporte comme on le fait, en se battant et en portant notre parole. Une majorité alternative peut surgir, dont nous connaissons le cœur politique. Le cœur politique, c'est la rupture avec les traités européens. Voilà où est le lieu du clivage essentiel, dans la gauche et dans le pays. C'est pourquoi nous attachons tant d'importance à vérifier s'il existe bien, comme on nous l'a dit et comme ils l'ont dit eux-mêmes, à l'intérieur du groupe socialiste, à l'intérieur du groupe Europe Écologie Les Verts, des femmes, des hommes qui, pensant comme nous, mettent leur vote en accord avec leur conscience. Parce que ces hommes, ces femmes, ensemble avec nous, délimitent un nouvel espace politique qui se propose au pays. Mais bien sûr, si nous ne le faisions pas, cela aurait une conséquence incroyable. Ce serait de dire « rendez-vous en 2017 », mais ce n'est pas du tout notre vision des choses. Nous voulons que ça change maintenant. Nous voulons que ça bouge tout de suite. Et nous voulons que ça bouge dans un cadre démocratique, républicain. C'est pourquoi nous nous adressons aux assemblées. Mais si on vient nous dire que rien ne sert à rien, alors que faut-il faire? Quelle est la perspective pour un démocrate? S'il ne sert à rien de se mobiliser parce que la décision a été prise et qu'elle ne changera pas, pourquoi convoquer l'Assemblée nationale? Pourquoi inventer des motions de procédure comme la motion de procédure référendaire? Si c'est pour qu'elle ne soit jamais appliquée, jamais exécutée, tout ne serait donc qu'un trompe-l'œil? Non. Il existe une fraction parlementaire conséquente, républicaine, c'est la nôtre. Nous croyons à la démocratie et nous la faisons vivre. Voilà les objectifs, me semble-t-il, que nous pouvons nous donner. Naturellement, sitôt que la manifestation du 30 septembre aura lieu, je pense que tout le monde y verra beaucoup plus clair. Je me réjouis de savoir que des initiatives sont prises dans toutes les communes, dans tous les villages. Pierre Laurent m'expliquait que dans certaines grandes villes, déjà, une organisation extrêmement dense se met en place pour organiser les covoiturages et les montées à la manifestation. Tout le monde a compris que l'affaire se joue à Paris ce jour-là. Et comme il est heureux de voir notre méthode politique, celle du Front de gauche, s'appliquer dans cette circonstance. Nous ne nous considérons pas comme le parti d'avant-garde ou le parti guide. D'ailleurs, nous ne sommes pas un parti, nous sommes un front. Mais nous ne sommes pas des avant-gardistes, nous ne donnons pas d'ordre. Nous sommes un mouvement éclaireur, nous sommes un mouvement déclencheur. Les éclaireurs, ils éclairent le chemin. Après, le gros de la troupe, comme on dit, suit ou va ou ne va pas. Mais c'est lui qui délibère de son chemin. Je crois que nous avons bien rempli notre rôle, notamment lorsque, passant d'une idée venue du Front de gauche, cette manifestation a été confiée à un collectif. Je me réjouis d'apprendre que de nombreuses unions locales, syndicales, de différents syndicats, appellent à la manifestation du 30 septembre. Comme c'est une bonne nouvelle que l'Union régionale Île-de-France CGT y appelle, que les unions locales aient décidé d'y appeler, que nationalement, Sud Solidaire y appelle, que de nombreux syndicats FSU, c'est eux qui marcheront en tête, appellent. Nos camarades de Fralib et des différentes entreprises en lutte ont mis leur point d'honneur, en dépit de toutes leurs difficultés, à annoncer qu'ils seront présents. Eh bien, je pense que cet appel doit être entendu encore plus largement. Nous avons 15 jours pour faire notre travail, nous allons le faire très bien. Notre fête de l'humanité a été un moment extraordinaire de conscientisation et de mobilisation. Je pense que tous en sont repartis le cœur plein d'allégresse et d'enthousiasme pour mener à bien les tâches qu'il y a à accomplir. À nous tous, chers camarades, à toi, André, pour l'Assemblée nationale qui préside notre groupe, à toi, Nicole, encore pour quelques heures. Nos vœux sont avec vous. Vous occupez une place décisive dans le dispositif. Parce qu'au fond, c'est sur vous que repose l'idée que le Parlement
si dénués que nous soyons de moyens, si injustement représentés que nous y soyons, le Parlement reste le lieu de l'expression démocratique dans notre pays. Cette idée, c'est sur nous qu'elle repose, c'est nous qui pouvons la sauver. Lorsque nous voyons toutes les autres fractions, pour des raisons politiciennes ou d'arrangements internes, se dédire, renier leurs paroles, quand nous voyons des parlementaires, par peur du bout de papier qui leur intimerait telle ou telle sanction, donc que j'ai eu à connaître dans le passé, renoncer à l'injonction de la voix de leur conscience. Eh bien, c'est vous qui portez tout ça. Vous avez posé un acte décisif en début de session parlementaire. L'abstention de notre groupe à l'Assemblée nationale, puisque c'est l'endroit où l'on vote sur la question de la confiance, n'a pas été un acte d'hostilité. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le lire. Il ne faut pas réduire notre abstention à un vote contre, parce que s'il avait fallu voter contre, on aurait voté contre. Nous nous sommes abstenus. Nous nous sommes abstenus pour donner un message politique, fondateur pour nous. Nous sommes l'alternative. Et nous voulons garder comme élément le plus précieux de notre contribution aux solutions, notre autonomie. Voilà. Aucun d'entre nous aujourd'hui ne va dans la presse dire qu'on lui a mis une muselière. J'observe que c'est le cas des membres de la majorité et du gouvernement. Des camarades ont facétieusement inventé le mot d'ordre « pas de muselière, nous en sommes fiers ». Mais nous croyons que c'est comme ça que nous sommes utiles au pays et au changement. Nous avons accompli la première étape de notre plan de route, chasser Nicolas Sarkozy, et nous pensions qu'en le chassant, nous chassions toutes les politiques qu'il avait portées et réclamées. Nous ne nous laissons pas déprimer par la mauvaise nouvelle que représente la reconduction pure et simple d'un texte aussi fondamental que celui qu'il a signé avec Mme Merkel. Au contraire, vous voyez, nous restons à l'initiative, nous restons à l'offensive. À tout moment, il est possible d'entendre nos arguments. Nous n'avons jamais fait une affaire d'amour-propre. Nous n'essayons pas de nous approprier la cause de la souveraineté populaire et de l'indépendance nationale. Ce n'est pas notre manière de faire. Nous sommes toujours en attitude de partage, en attitude de don, en attitude de rassemblement. Vous vous y êtes mis, vous avez courageusement posé cet acte au début, qui n'a pas dû être facile. Vous en avez délibéré, ce n'est pas une décision d'autorité. Personne n'a imposé à un quelconque des parlementaires de nos groupes ce choix. Chacun l'a pris librement, l'a décidé devant sa conscience. Et donc je pense que tous les éléments sont réunis qui vont nous permettre d'être très utiles à notre peuple. Par-dessus tout, ce qui va nous guider, c'est évidemment la préoccupation de l'état de notre pays. C'est sur ces mots que je vais finir. Trop souvent, on nous a fait le numéro des très intelligents et nous sommes les archaïques qui ne comprenons rien. Vous voyez comme le front du non au traité s'est élargi. La Confédération européenne des syndicats est contre. Tous les syndicats en France sont contre, même s'ils divergent sur les moyens d'action. CGT, CFDT, Force ouvrière, Sud solidaire, FSU, UNSA, tout le monde est contre le pacte budgétaire. Pas d'accord sur les méthodes d'action, mais tout le monde est contre. Au niveau européen, les plus grands syndicats européens, DGB, Verdi, le plus gros syndicat des entreprises privées de toute l'Europe, sont contre. Des prix Nobel, des dirigeants de toutes sortes disent que la contraction de la dépense publique conduit le vieux continent au chaos social, au chaos entre les nations et dans les nations, comme nous en avons la prémisse dorénavant avec la situation en Espagne et les manifestations indépendantistes en Catalogne, dont l'origine est dans les tensions qui existent à l'intérieur de l'État espagnol pour la répartition de la masse fiscale. C'est cela que nous avons en vue. Nous ne sommes pas dans une attitude, nous aurions le droit, idéologique. Bien sûr, idéologiquement, nous sommes en désaccord avec l'idée de la concurrence libre et non faussée comme moteur des sociétés. Mais là, nous sommes préoccupés du destin du vieux continent. L'Europe, c'est 25% du PIB du monde. La contraction de l'activité en Europe a un impact sur le monde entier. Les déchirements qui pourraient survenir en Europe auront un impact dans le monde entier. Et donc, nous nous comportons comme citoyens du monde. Nous nous sentons responsables du sort du monde, que ce soit sur le plan social ou sur le plan écologique.
Et nous nous sommes consternés de voir la désinvolture avec laquelle sont prises des décisions, tant en Europe que dans les États-nations, qui ne tiennent aucun compte de ces paramètres d'ensemble. La France mérite mieux que d'être abaissée sans le savoir. Son peuple mérite mieux, compte tenu de sa capacité à inventer, imaginer, produire, conquérir, compte tenu de sa place particulière avec le deuxième territoire maritime du monde, avec le deuxième territoire européen, avec la deuxième population européenne, mérite mieux que d'être en quelque sorte le bagage accompagné d'une locomotive devenue folle du libéralisme et du gouvernement conservateur allemand dont la politique est construite exclusivement autour des 15% de sa population qui émarge aujourd'hui au régime de retraite par capitalisation et qui constitue le cœur de l'électorat de la CDU-CSU. Parce qu'au bout du compte, c'est de cela dont nous parlons. Voilà, je vous remercie encore une fois de l'honneur que vous m'avez fait de me donner la parole le dernier. Ça comporte, comme d'habitude, les doses d'improvisation sans lesquelles je crois que vous ne me reconnaîtriez pas. Merci à tous. Et voilà pour le discours de Jean-Luc Mélenchon en direct de Vitry-sur-Seine à l'occasion des journées parlementaires du Front de Gauche. On vous fait vivre avec Oriane toute la journée le multiplex des journées parlementaires, les écolos, le centre et le Front de Gauche. On va débriefer avec vous, Jean-Daniel Lévy, ce discours. On a vu un angle d'attaque pour Jean-Luc Mélenchon, c'est le traité budgétaire européen, plutôt offensif sur le fond, sur la forme plutôt calme, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui explique ce changement de ton aujourd'hui ? C'est peut-être déjà le lieu, c'est-à-dire que c'est un discours didactique qui vise à s'exprimer, non pas forcément directement à l'ensemble des Français, mais déjà aux parlementaires pour fixer une forme de ligne politique. C'est un petit peu ce qu'on a pu percevoir. D'ailleurs même, lorsqu'il est revenu sur les conditions de l'absence de vote de confiance à l'égard de François Hollande, les raisons pour lesquelles les communistes et le Front de Gauche s'est abstenu plutôt que de voter pour ou contre, en justifiant justement qu'il y avait la volonté d'attendre. Donc un peu revenir sur la séquence récente, redonner un peu une cohérence à l'ensemble de la prise de position des représentants du Front de Gauche et donner une orientation qui est une orientation effectivement qui est quasiment uniquement tournée vers l'Europe. L'Europe comme étant le signe à caractère politique de la naissance du Front de Gauche, il faut s'en rappeler, d'ailleurs il l'a indiqué, 2005, un débat qui avait associé sur des mêmes tribunes des personnes qui étaient issues de formations politiques différentes, et lui-même à cette époque-là était issu du Parti Socialiste, il y avait des écologistes, il y avait des personnalités de l'extrême gauche, et puis il y avait également des représentants du Parti communiste, et l'Europe qui est perçue aujourd'hui ou déployée comme étant les raisons pour lesquelles en France il y a des marges de manœuvre qui apparaissent comme étant limitées et qui empêchent François Hollande de mener une politique telle que lui-même pourrait la concevoir. Alors tout au long de son discours, Jean-Luc Mélenchon est bien sûr revenu sur ce traité européen. Il a dénoncé l'attitude désinvolte de François Hollande qui n'a rien changé à ce traité alors que c'était l'une des promesses de campagne de François Hollande. Est-ce qu'en ne renégociant pas ce traité comme il s'y était engagé, il n'a pas finalement trahi ses alliés du Front de Gauche ? Sur certains aspects, et c'est souvent le cas, entre ce qui a pu être promis dans le cadre de la campagne et ce qui est effectué par la suite, il y a des formes de différence. Ce qu'indique François Hollande et ce qu'indiquent aujourd'hui les personnes qui soutiennent François Hollande, c'est qu'il n'y a pas eu forcément complètement renégociation, mais que l'axe, qui est un axe qui va vers plus de productivité et également vers plus de croissance, aujourd'hui est entériné au niveau européen, alors même que ça n'aurait pas été le cas avant même l'accession de François Hollande à la présidence de la République française. Donc dans ce contexte-là, il y a effectivement un jeu sur les mots et sur les termes qui sont utilisés. Est-ce que c'est avec le traité ou est-ce que c'est avec le traité et un certain nombre d'objectifs. Donc c'est ce qui amène aujourd'hui François Hollande, sur ce sujet-là comme sur d'autres, à dire d'une manière générale, j'ai atteint les objectifs et j'ai pu faire en sorte qu'on puisse y arriver. On peut remarquer d'ailleurs que ce n'est pas le sujet sur lequel les socialistes ou le gouvernement ou le président de la République vont spontanément intervenir ou vont spontanément poser la focale. Lors de son intervention télévisée sur TF1, par exemple, face à Claire Chazal, ce thème-là n'a absolument pas été abordé, il n'a pas été abordé même positivement, spontanément, par François Hollande, comme devant être mis au crédit de son action. Alors Jean-Daniel, on va revenir dans quelques instants sur ce traité et sur le rôle de Jean-Luc Mélenchon, mais on va tout de suite retrouver Mickaël Zamès qui suit pour nous les journées parlementaires du Front de Gauche. Il est en compagnie de Jean-Luc Mélenchon. Absolument, avec Jean-Luc Mélenchon, nous sommes en direct. Jean-Luc Mélenchon, on a beaucoup entendu parler dans votre discours de l'Europe. Juste
cette question. Le Monde détaille aujourd'hui la future loi organique qui sera débattue à l'Assemblée et au Sénat très prochainement. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucune chance pour arriver à ce référendum que vous réclamez ? Bien sûr que non, mais si l'on commence à douter de la démocratie, où va-t-on ? Il y a des moyens institutionnels qui sont là. Les assemblées vont bien se réunir, il va bien y avoir des débats. Mais si l'on commence en disant « Ah ben non, de toute façon tout ça ne sert à rien », à quoi bon réunir tous ces gens, les indemniser et organiser des heures et des heures de débat ? Non, je pense que la situation est plus ouverte. Après tout, le président de la République ne peut pas ignorer qu'il a été élu grâce aux 4 millions de voix du Front de gauche et que dans ce pays, il y a une majorité politique pour le non au référendum de 2005 qui s'est prolongé ensuite à chacune des occasions. Donc il y a un texte, bon ok c'est bien, on va l'étudier, on le regarde, mais le débat reste ouvert. Nous avons la manifestation du 30 septembre et nous avons le fait que nous allons déposer une motion référendaire pour l'organisation d'un référendum devant l'Assemblée. Et puis là, à ce moment-là, chaque femme, chaque homme sera mis au pied du mur, devra décider. Et donc vous appelez aussi par exemple les députés, les sénateurs qui voteront contre ce texte mais qui appartiennent aujourd'hui à la gauche ou chez les Verts, donc à la majorité, peut-être à vous rejoindre pour former une nouvelle force ? De toute façon, nous sommes sur la même longueur d'onde depuis déjà de nombreux votes. Par exemple, au mois de février dernier, nous étions dans l'opposition, les socialistes et nous, le Front de gauche, et un certain nombre de socialistes ont voté avec nous, le Front de gauche, contre le mécanisme européen de stabilité. Donc, si vous voulez, ça n'est pas une opération politicienne de dernière minute, en racolage. Mais une vraie opposition, finalement. Oui, c'est une... Non, c'est pas une opposition, c'est une majorité d'idées que nous essayons de construire. Donc notre façon de voir, c'est de dire ceux qui pensent de la même manière doivent avoir le courage d'agir de la même manière. Et nous leur disons, non seulement vous êtes parlementaires pour voter en conscience, mais surtout vous préparez l'avenir, car vous savez comme nous que la politique européenne ne pourra pas être appliquée sans qu'il y ait des dégâts immenses dans toute l'Europe. Donc, en quelque sorte, nous préfigurons la majorité de demain, de gauche. Est-ce que ce sera le cas aussi pour le budget 2013 ? Est-ce que vous vous abstiendrez ? Est-ce que vous voterez contre ? Est-ce que ça peut aller jusque-là ? Je ne peux pas vous répondre parce que ce sont les groupes parlementaires qui le décident et comme vous le savez, je ne siège ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Mais vous avez votre avis ? J'aurai mon avis, oui, le moment venu. Je n'imagine pas qu'on puisse voter un budget qui contiendrait toutes les mesures prévues par le traité européen, c'est-à-dire des coupes claires dans la plupart des budgets sociaux et culturels. Non, c'est pas possible. Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup de questions de l'Europe, mais il y a d'autres thèmes également qu'on pourrait aborder, comme le droit de vote des étrangers, sur lequel il y a encore un point d'interrogation, notamment aussi sur les retraités. Est-ce que vous estimez que François Hollande manque à sa parole de campagne ? Moi, je ne me sentirais pas vraiment concerné dans la mesure où j'ai jamais eu aucune illusion. J'ai été candidat sur une autre ligne. Comme vous le savez, au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine. Moi, au deuxième tour, j'ai éliminé. Vous avez choisi au deuxième tour, monsieur Mélenchon. On choisit entre 2 bulletins de vote. Si vous connaissez une autre méthode, vous me le dites. Mais la logique des institutions de la Ve République, c'est qu'au deuxième tour, on élimine. Donc, pour éliminer, vous prenez l'autre bulletin. Par exemple, je me souviens d'un vote où il y avait au deuxième tour à choisir entre Chirac et Le Pen. J'espère que vous n'allez pas croire que parce que j'ai voté Chirac, j'étais d'accord avec lui. Non, bien sûr. Je voulais éliminer M. Le Pen. Donc voilà, donc moi j'ai le cœur tranquille. Mais j'estime que là, les débats qui surgissent sont en quelque sorte des ballons d'essai. Mais c'est surtout des fumigènes. Parce que nous allons, dans quelques jours, avoir en débat à l'Assemblée nationale le pacte budgétaire. Le chef de l'État n'en dit pas un mot dans son intervention à TF1. Il n'en parle jamais, tous les autres n'en parlent pas, et tout d'un coup, on voit surgir un débat qui n'a pas lieu d'être sur le droit de vote des immigrés dans les élections locales, puisque, 1, le sujet n'est pas inscrit à l'ordre du jour des assemblées, 2, la question a déjà été tranchée, puisque le chef de l'État a pris un engagement sur le sujet. Et vous pensez qu'ils le feront ? Je pense que bien sûr qu'il va le faire. D'ailleurs, il l'a déjà dit. Il a déjà dit qu'il l'appliquerait. Alors, il peut avoir changé d'avis dans les 15 prochains jours. Mais je trouve étrange le lancement de ce débat qui, tout d'un coup, les passionne, sature les médias. Et pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. On m'a déjà fait le coup une fois. En pleine campagne présidentielle, nous essayons d'amener le débat sur le mécanisme européen de stabilité. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Et on nous a sorti le débat sur la viande halal. Absolument passionnant. Pendant 10 jours, on n'a parlé que de ça. Et vous avez vu quel changement considérable cela a amené dans la vie des Français. Juste une dernière petite question, monsieur Mélenchon. Vous avez dit que vous étiez les ayants droit, pas dans l'opposition, pas dans la majorité. Les ayants droit, on parle souvent ça dans la famille, dans une famille. Vous estimez, en dehors de la famille, aujourd'hui, socialiste, entre autres ? Non, mais la gauche ne se résume pas aux socialistes. Qui plus est, la gauche européenne est mise en danger par
les pratiques des gouvernements sociaux-libéraux. Je voudrais quand même rappeler que le président de l'Internationale socialiste était le Premier ministre de la Grèce au moment de l'effondrement et de cette attitude stupide qu'il a eue de tout céder. Et ce même homme a été reconduit à la tête de l'Internationale il y a à peine 15 jours. Par conséquent, nous ne pouvons pas en rester à supplier Sa Majesté sociale libérale de bien vouloir entendre ce que le vain peuple a à lui dire. Nous sommes donc organisés. Je crois que si nous avons recueilli 4 millions de voix, je pense que c'est essentiellement pour des raisons politiques. Donc, les ayants droit, ce sont les ayants droit de la victoire. La question de savoir si nous sommes dans une même famille ou pas, à mon avis, c'est de la théorie très abstraite. Là, il y a qui a gagné, qui a perdu. Les opposants sont ceux qui ont perdu. Nous, on n'a pas perdu, on a gagné. Et on a fait gagner. Donc, nous demandons maintenant ce à quoi nous avons droit. Par exemple, l'amnistie des syndicalistes qui ont été condamnés sous Sarkozy. Par exemple, le fait que les travailleurs dont les entreprises sont liquidés ne le soient pas. La loi contre les licenciements boursiers. Je veux dire, toutes ces choses, nous en avions discuté avant et des fois les socialistes étaient d'accord avec nous. Donc, allez, maintenant, il faut faire. D'accord, et donc vous donnez rendez-vous, si on comprend bien, le 30 septembre dans la rue, c'est bien ça? Alors le 30 septembre, oui, dans la rue, des unions locales syndicales de toutes sortes y appellent. Je pense que ça va être une puissante mobilisation et elle va peser parce que la France, c'est tout ça à la fois. C'est le droit de manifestation, le vote dans les assemblées, la démocratie est un tout. Voilà. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être intervenu en direct sur notre antenne, c'est à vous. Merci Mickaël. Jean-Luc Mélenchon, donc il le disait, Mickaël, il n'aurait pas voté le budget. Nicole Borvo l'a dit ce matin également au micro de Mickaël, elle n'est pas sûre de voter le budget. Quand on ne vote pas le budget, on se place clairement dans l'opposition. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas finalement être le principal leader de cette opposition? On peut déjà rappeler que sur la période 97-2002, c'est-à-dire au cours de la période où Lionel Jospin était Premier ministre et où il y avait des ministres communistes au sein du gouvernement, que dans les communistes n'ont jamais voté contre le budget. Donc ça serait une vraie évolution du rapport du Parti communiste et du Front de gauche de manière plus générale à l'égard du gouvernement, à l'égard des socialistes, si jamais ils ne devaient voter contre le budget. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un débat aujourd'hui entre le Parti communiste et le Parti de gauche, aujourd'hui dirigé par Jean-Luc Mélenchon, avec une tentation de la part du Parti communiste d'être un peu plus dans la patience et dans l'attente de résultats, et une forme d'impatience qui est un peu plus marquée par Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un double regard. Il y a un regard non seulement sur des dimensions qui sont des dimensions très immédiates, dont le budget en est pour partie la marque, et puis également sur des aspects qui sont de beaucoup plus long terme. Le rapport aux institutions qui est porté aujourd'hui par Jean-Luc Mélenchon est un rapport qui apparaît comme étant absolument central dans sa représentation. C'est ce qu'il a indiqué devant les parlementaires, c'est ce qu'il avait indiqué lorsqu'il avait fait son grand meeting et ce qui avait été considéré comme étant un des meetings inauguraux de mémoire qui était en mars dernier à la Bastille, où le rapport à la 6e République, où le rapport aux institutions apparaît comme étant extrêmement important. Il parle d'un monarque lorsqu'il parle de François Hollande, il parle également du rôle qui est celui du Parlement, des difficultés de représentativité au regard du poids réel de ce que représente le Front de gauche en termes électoraux, et en plaçant le débat, qui est un débat institutionnel, donc pas uniquement sur l'actualité immédiate, mais également sur une projection qui va être une projection de moyen ou long terme, refonder nos institutions et réfléchir à l'organisation démocratique dans le pays. Vous le rappelez, il y a deux composantes au sein du Front de gauche. Il y a donc le Parti communiste et le Parti de gauche mené par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'aujourd'hui c'est tout derrière Mélenchon, ou alors Jean-Luc Mélenchon agace un petit peu certains communistes? Ils ont joué l'unité de façade un petit peu ce week-end à la fête de l'humanité. Au cours des années 70, on disait l'union est un combat. C'était à l'époque entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Donc c'est effectivement des forces politiques qui sont des forces politiques différentes, qui ont des histoires différentes et qui ont des forces militantes différentes. Aujourd'hui, on le sait, le Parti communiste est un parti qui est un parti ancré, présent depuis le début des années 20 dans la société française, avec encore, malgré tout, une force militante et une force électorale assez nette. On parle encore, même s'ils sont moins nombreux que par le passé, de bastion communiste, tandis que le Parti de gauche n'a pas encore cette assise électorale, n'a pas encore cette capacité militante aussi déployée que ce que peut avoir le Parti communiste. Donc il y a une tête aujourd'hui émergente, forte, qui est Jean-Luc Mélenchon, pas forcément de forces militantes qui sont de manière aussi nette, et à l'inverse, des personnalités qui sont un peu moins médiatiquement fortes au sein du Parti communiste, mais une capacité militante qui est aujourd'hui présente, et donc forcément, il y a des frottements qui existent, et ces frottements se posent en termes d'organisation et puis également pour partie en termes de stratégie politique. Les stratégies du Parti communiste comme celles du Parti de gauche ne sont pas les mêmes. Le Parti communiste, il faut le rappeler, gère un certain nombre de villes ou de départements, voire de régions, avec
le Parti socialiste, avec la présence qui est la présence dans les institutions, ce qui n'est pas forcément le cas de la part des élus du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. On va poursuivre ce multiplex, cette journée spéciale sur LCP et Public Sénat, en nous intéressant à la 3e journée parlementaire. La journée parlementaire du centre droit. Il n'y a pas de nom bien défini. Le groupe UDI à l'Assemblée et le groupe UCR au Sénat, ils sont actuellement réunis à Paris pour des débats à huis clos. Et puis à 17h, Jean-Louis Borloo et Françoise Zocchetto annonceront la naissance du nouveau parti centriste qui va regrouper toutes les composantes aujourd'hui centristes. Il y a à peu près 6 ou 7, on les a comptés ce matin, Oriane. Et avant cela, on va écouter Jean-Louis Borloo justement et Françoise Zocchetto à l'entrée des débats huis clos. C'était ce matin à Paris dans le 1er arrondissement. On a travaillé dans la sérénité et la discrétion, parce que tout le monde y tient. Je crois que ça va être vraiment la reconstitution d'une force politique absolument majeure dans notre pays. Et on vous attendait beaucoup, ça y est, maintenant vous sautez le pas ? Je crois qu'on peut dire que mission accomplie. C'est une journée très importante avec des enjeux assez considérables en effet, puisque nous allons tous nous retrouver à une 60aine de parlementaires. C'est un grand moment de bonheur aussi pour les uns et pour les autres, parce que ça faisait longtemps que nous attendions cela. L'état d'esprit est excellent, chacun est ici spontanément, assez enthousiaste, donc ça se présente bien. Propos recueillis par Marie Brémaud et Jérôme Rabier. Jean-Daniel Lévy, c'est la renaissance de l'UDF aujourd'hui ? La renaissance, en tout cas, d'un parti qui a vocation à se situer au centre droit sur l'échiquier politique. On a vu qu'il y avait eu une double difficulté de la part du centre depuis 2007. Première difficulté, la difficulté du MoDem à pouvoir exister en tant que force politique en tant que telle, un trouble qui avait habité une partie des électeurs et une difficulté à pouvoir marquer une ligne politique qui était relativement claire aux élections municipales de 2008, des alliances qui étaient tantôt effectuées avec soit la gauche, soit la droite en fonction des configurations électorales, sans de manière systématique amener à la victoire. Une difficulté qui avait été rencontrée par le MoDem aux élections, qui étaient des élections sur lesquelles il pouvait naturellement prétendre à réaliser un score électoral, on peut s'en rappeler, aux élections européennes de 2009, et puis les élections qui ont suivi, 2010 élections régionales, 2011 élections cantonales, 2012 élections présidentielles, qui se sont soldées par des résultats qui ont été jugés comme étant décevants de la part des représentants du MoDem. Et à l'inverse, ceux qui avaient fait la stratégie d'une alliance immédiate avec l'UMP, à savoir le nouveau centre, n'a pas réussi à exprimer aux yeux de l'opinion une sensibilité qui était une sensibilité qui se différenciait de manière relativement nette de ce que pouvait être l'UMP. Et dans ce contexte-là, effectivement, un centre qui a pour partie été orphelin d'une destination politique. Et les électeurs centristes ont voté en faveur de Nicolas Sarkozy, certes, mais également en faveur de François Hollande au cours de la dernière élection présidentielle, autour de thématiques qui étaient des thématiques qui leur apparaissaient comme étant un peu plus derrière une forme d'humanisme derrière laquelle ils pouvaient se retrouver. Donc aujourd'hui, il y a un électorat centriste qui existe, qui a toujours existé, aux alentours de 6 à 8% de la population française, que cet électorat ne se retrouve pas à l'heure actuelle, derrière la politique qui est menée par François Hollande, notamment autour d'une dimension fiscale qui ne leur convient pas véritablement, qui ne se retrouve pas forcément derrière l'UMP, qui a tendance à considérer qu'une forme de dureté en termes économiques ou en termes de relations sociales ne leur convient pas véritablement et ne trouve pas cette expression qui est une expression relativement forte. Et est-ce que justement la création de cette nouvelle fédération centriste va un petit peu faire bouger le centre de gravité des alliances à l'UMP et un petit peu faire cesser cette droitisation ? De toute façon, au final, les scores électoraux fait 100. Donc il y a une nécessité de la part de cette nouvelle force politique de pouvoir grappiller, entre guillemets, au sein de l'UMP d'un côté, au sein du MoDem, voire au sein du Parti socialiste. On est dans un jeu avec de multiples inconnus. Où en est le MoDem précisément aujourd'hui ? Il n'y a pas véritablement de prise de parole de la part du MoDem. Il y a eu, on s'en rappelle, juste avant l'intervention de François Hollande, une interview qui avait été donnée par M. Bayrou sans que celle-ci ne conduise à une dynamique qui est une dynamique politique forte. Au Parlement, ils n'apparaissent pas comme étant extrêmement audibles. Et de la part de l'opinion, les Français ne nous parlent pas à l'heure actuelle de manière relativement forte du MoDem ou de François Bayrou, en tout cas de manière spontanée. Et puis l'UMP aura probablement un positionnement qui sera un positionnement différent en fonction
de son responsable? S'agira-t-il de Jean-François Copé ou s'agira-t-il de François Fillon? Et sur un temps qui peut apparaître comme étant relativement long mais qui ne l'est pas tant que ça, les élections municipales seront un marqueur probablement relativement fort de la manière dont le centre pourra s'exprimer. Rappelons qu'au cours de ces prochaines élections municipales, des tentations seront fortes de faire alliance avec le Front National, notamment dans un certain nombre de villes du Sud-Est, de la part de candidats UMP, et que dans ce contexte-là, le jeu politique pourra être rebattu et offrira ou pas un espace politique au centre, et un centre derrière Jean-Louis Borloo. Dernier aspect, Jean-Louis Borloo sera une condition importante. Comment les électeurs vont réagir à la manière dont il s'est retiré de la dernière candidature à l'élection présidentielle, de son absence, qui est une absence quasi monacale depuis les 12 derniers mois, et que dans ce contexte-là, ceci pourra jouer également sur la perception de cette nouvelle force politique. Et va-t-il aller jusqu'au bout en 2017? On verra ça. Avant cela, à 17h, vous pourrez suivre en direct les discours de messieurs Zocchetto et monsieur Borloo pour la naissance du nouveau parti de centre droit, vous disiez Jean-Daniel Lévy. Et puis on se retrouvera à 14h30 pour la suite de ce multiplex journée parlementaire avec vous, Oriane. Mais avant cela, 13h30, Brigitte Boucher, LCP Info. À tout à l'heure. Six siècles après leur arrivée en Europe, les Roms continuent à vivre